Et bonjour à tous et bienvenue dans No Spoil, votre rendez-vous ciné-série en collaboration avec nos copains de Allociné. Je suis effectivement Menro, ça s'écrit juste là en bas de ce côté. Voilà, et j'ai le plaisir de retrouver toute l'équipe aujourd'hui, une partie de l'équipe, et bien sûr, monsieur, le rédacteur en chef d'Allociné, Yoann Sardé, bonjour. Comment allez-vous, cher ami ? Eh bien, écoute, ça va très bien, c'est toi qui t'occupes des news aujourd'hui ? Des sorties. Oui, des sorties, Des pardon. sorties, c'est sorti et énorme semaine dans les salles. Il y a beaucoup de choses. Il y a des mousquetaires, il y a des champignons. Ça fait beaucoup. Les mousquetaires n'ont pas de champignons. champignons. En même temps, Qui prennent des champignons. Oui, et puis ils sont un peu sales dans le film quand même. Ils ont potentiellement des champignons. Ils ont potentiellement des Il y en champignons. a un qui s'est roulé dans la boue pour aller en chercher, clairement. C'est vrai. Toujours au garde à vous, bien sûr, c'est Monsieur Norman Genius. N'avez-vous donc pas vu que l'émission avait point commencé? C'est mec, il refait ça. Norman Genius est Athos. Quelle était tienne? Oui, non, Trimos. Oui, belle sortie, c'est avec demain Mario. Mario que j'ai raté 3 fois, donc demain je vais pas le louper là. C'est pour moi là. Je suis prêt Mario va mourir demain. Mario, si je le revois pas 2 fois d'un coup demain, je vais déprimer. Donc ouais, très content. Évidemment, on a vu les 3 mousquetaires avec la famille Hallucinoche. Le sujet du jour, il est un peu pour toi aujourd'hui. Il est un peu pour moi. On va se la régaler. C'est vrai que. Parce qu'on va parler évidemment, vous ne le savez pas derrière votre écran, donc je vais vous le dire, on va parler de ces films français, mais qui ont des ambitions de blockbuster. Exactement. Et d'internationalisation en tout cas. Bah là, 3 mousquetaires, c'est pile dedans. On a même posé la question et les réalisateurs et les acteurs, ils hésitaient à répondre, tu vois, comme s'ils assumaient pas que c'était un blockbuster. Donc c'est intéressant d'en parler. Après, j'ai l'impression que c'est toujours un truc qui est mal vu, Ouais, bizarrement. tu Qu'on vois. dit on veut faire un gros film comme font les Américains, Ouais. on fait ah ouais, mais non. Par le il faut pas cinéma Parce qu'on est un français, peu ouais. pudique sur l'argent, Voilà, je pense. On n'a ouais. pas envie de dire qu'on déverse des sommes astronomiques pour vendre des films. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est nous, bien. ce qui nous Bah, intéresse, c'est l'art. même pour les faire, tout simplement. Bah oui. Après quelques semaines de vacances, il nous revient tout bronzé. Oh, mais c'est Exactement. vrai. Et Tout nu, tout bronzé. Non, pas tout nu, Alors, justement. non, Non, c'est Fernandel. Voilà, effectivement. Max de Allociné est de retour. Comment ça va, Max ? Ça va et vous? Bah écoute, ça va bien. De vous retrouver. Il était où celui-là? Il était au ski. Eh ben alors. Le boulet bronzé. Les bronzés, vraiment littéralement. Et un autre visage qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines, c'est le retour de Juliana de 2 heures de perdu. Ça va, Juliana ? Oui, ça va. Moi, je reviens après mes semaines de travail. En fait, vous êtes oui. un peu mes vacances finalement. Et puis, belle coupe de cheveux. Ah, merci beaucoup. Je regarde tout. Le programme est très très chargé aujourd'hui, donc je vous propose qu'on enchaîne directement avec la première partie de l'émission, les news. Et la formule de No Spoil, c'est que je demande à chaque intervenant et intervenante de venir avec une news qui a fait l'actu de la planète ciné-série dans leur propre microcosme. J'ai utilisé le mot microcosme. Attention, je vais, à chaque reprise, je vais citer un film. Un mot désuet, c'est en hommage aux 3 mousquetaires. Ouais, Clairement. c'est ça, c'est pas mal. Cosmos, oui, d'accord. Le premier, bah tiens Max, il sera pour toi. Génial. Puisque tu vas nous parler d'un autre retour. Oui, le retour de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim qui est le héros d'une série de comic books et surtout le héros d'un film signé Edgar Wright, donc Edgar Wright, réalisateur anglais, qui on doit notamment Shaun of the Dead, Hot Fuzz, à qui on aurait dû devoir Ant-Man s'il n'était pas parti du projet à 3 semaines avant le tournage. Je savais pas. Il a développé le projet pendant une dizaine d'années en fait. Je savais pas. Les premiers réalisateurs attachés au Marvel Cinematic Universe, donc qui ont vraiment développé le concept avec Marvel, c'était Jon Favreau, Louis Leterrier et Edgar Wright notamment. D'accord, je savais Donc pas. voilà, en fait, il s'est barré parce qu'on saccageait un peu son travail pour le faire rentrer dans le moule du Marvel Cinematic Universe. Mais bon, en quelque part, il a fait son film de super-héros en 2010, donc avec Scott Pilgrim, qui est sorti, qui a donc un peu plus de 10 ans et qui est l'histoire d'un jeune homme qui doit éliminer les 7 ex maléfiques de sa nouvelle petite amie. Oui. Je t'interromps pour remercier Japan Corp qui nous arrête à l'instant. Donc, voilà. Eh bien, bienvenue à Japan Corp. On dit bonjour bien sûr et bienvenue sur le stream dans l'émission No Spoil. Nous parlons donc de Scott Pilgrim, donc je disais, qui doit se battre contre les 7 ex maléfiques de sa nouvelle petite amie. Et à l'écran, là, on voit un petit peu des images. C'est un mélange que je trouve absolument assez dingue entre la comédie romantique, qui en même temps n'est pas si romantique que ça quand on regarde ça de près. Il y a les jeux vidéo, il y a du manga, du super-héros, il y a même un petit peu de comédie musicale. Et donc voilà, c'est un univers qui va faire son retour prochainement sur Netflix. Alors, le grand avantage du film, c'était qu'il arrivait à mixer un vocabulaire même jeu vidéo. Enfin voilà, mais c'était un long métrage animé avec des acteurs. Je veux dire, c'était du live action. Oui, en fait, on peut le rapprocher un petit peu de ce qu'avaient fait les Wachowski sur Speed Racer, aussi bien sur le côté échec en salle d'ailleurs que sur le côté un peu peut-être en avant sur son temps. Et là, quand tu vois aujourd'hui la bande-annonce du nouveau Spider-Verse,
où bah, tu sens que Scott Pilgrim en fait a aussi saisi un peu de cette essence finalement du comic book sur grand écran et même du jeu vidéo, parce qu'il y a même littéralement un moment où il y a une vie en l'air, il la prend et il va se battre. Donc c'est vraiment une espèce de melting pot, mais qui est complètement dingue. Alors, du coup, suite. Alors, on ne sait pas exactement. On sait que Edgar Wright est attaché en tant que producteur. On sait que l'auteur du comic book original, Brian Lee O'Malley, est attaché également au projet. On ne sait pas si ce sera une suite, si ce sera un remake, si ce sera... Moi, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que ce sera plutôt une nouvelle adaptation des comic books, parce qu'en fait, ils ont été condensés en un film de 2 heures. Donc, il y a plein d'histoires de sous-intrigues qui ont été laissées de côté. Et ce qui me fait penser à ça, c'est qu'on va retrouver absolument tout le casting du film de Edgar Wright, qui chacun reprenant son rôle, le rôle qu'il avait dans le film, en sachant qu'il y a des personnages qui meurent ou qui sont battus. Donc tu dis, si les acteurs reviennent, c'est a priori pour reprendre les mêmes rôles et revisiter la même histoire. Tu peux nous donner un peu le casting, s'il te plaît ? Je vous ai listé quand même les noms les plus gros. Donc on a Michael Cera, qui était donc Scott Pilgrim et qui reprendra le rôle. Mary-Elizabeth Winstead en Ramona Flowers, avec ses cheveux donc tantôt bleus, tantôt roses, tantôt verts. Chris Evans, qui n'était pas encore Captain America quand il jouait l'acteur Lucas Lee, qui va donc reprendre son rôle. Brie Larson, pareil, qui n'était pas encore Captain Marvel, qui sera la chanteuse Envy Adams. Brandon Roos, qui lui avait déjà été Superman et qui est un peu revenu sur le devant de la scène grâce au rôle de Todd Ingram. Et enfin Jason Schwartzman, qui était vraiment le boss final, à savoir Gideon Graves. J'adore. Et voilà, ce sont quelques noms. En fait, il faut savoir qu'il y a absolument tous les acteurs originaux qui reviennent et qui reprennent leur rôle dans la version originale. Petit tour de table avant que Max termine. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est un truc que vous attendez ? J'avais vu, je crois une fois et demie. J'étais pas forcément fan. Je suis curieux de voir, mais je fais pas partie des fans forcément de ce film. Je sais qu'il y a vraiment une grosse, c'est un peu culte aujourd'hui, mais pas de. Johan ? Même famille, je le range avec Everything Everywhere dans les objets. Dans les bons films. Trop bien. Dans les objets étranges. Tu le ranges avec les films aux 50 Oscars. Les objets étranges qui m'intéressent pas trop. Oui, mais très bel objet. Bel objet. Et après moi l'interrogation c'est que si justement c'était une version live qui justement reprenant plein de codes d'ailleurs a été très étonnante, en fait en faisant une version animée où tu pars du principe que tu peux faire tout dans une version animée, c'est moins spectaculaire. Donc, sur le papier en tout cas, sur le papier, c'est je sais que il y a quand même une communauté de fans, notamment aux US, qui s'est emballée et tout, mais tu dis le film en fait aurait presque dû arriver après une série animée en disant ce que vous avez vu de dingue, on a réussi à le faire en film. De faire le chemin inverse, je sais pas si c'est très passionnant, mais j'espère que oui. Juliana ? Moi, super fan, c'était vraiment un film de mon adolescence pour le coup. Il est sorti pile au bon moment. Je pense que j'avais à peu près l'âge des protagonistes ou peu ou prou. Et donc, j'avais lu l'œuvre après avoir vu le film. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est une histoire qui part très très loin avec des personnages qui partent très très loin. Et autant le film est très réussi dans la façon dont il incarne tout cet univers, autant je pense que l'animation est une espèce d'évidence aussi pour le coup là je trouve ça assez intéressant d'aller ouvrir toutes ces portes quoi. Du coup Max, est-ce qu'on va avoir la première vraie adaptation du comic book en entière ? C'est ça un peu qu'on peut espérer ? C'est ce que j'espère. En fait, pour moi, ce serait la vraie raison d'être de cette série animée, parce que le film a été mis plusieurs fois sur Netflix, donc tu te dis les gens peuvent le regarder. Là, si tu refais ça en sachant que le film avait dû laisser de côté des parties de l'histoire, ce serait quand même la bonne chose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour se rendre compte un peu peut-être de ce que pourrait être le rendu visuel, c'est qu'il y avait un court-métrage animé qui était sorti en 2010, et juste avant, en fait, qui était pour promouvoir le film, donc déjà avec la voix de Michael Cera, qui s'appelait Scott Pilgrim vs. The Animation, puisque le titre original du film est Scott Pilgrim vs. The World. Et donc, en fait, ça reprenait vraiment le dessin des comic books et donc en animation. Donc, je imagine que la série animée va reprendre ce style-là, qui est très reconnaissable finalement, parce que c'est exactement ces personnages-là. Avec même, on peut trouver sur YouTube une vidéo que je trouve assez ahurissante en fait, de comparaison entre des planches de la BD et des scènes du film, et tu te dis franchement, il y a eu un énorme travail qui a été fait par Edgar Wright. Donc voilà, je pense que la série animée va ressembler visuellement à ça. Et après, est-ce qu'ils vont prendre d'autres libertés par rapport au comic book, parce que ce serait aussi l'un des intérêts, évidemment, d'ajouter quelque chose, de s'inscrire un peu plus dans l'époque actuelle. Ça, c'est l'une des grandes questions. Il y avait le jeu aussi, non ? Il y a un jeu aussi. Un jeu rétro, justement, qui reprenait en fait le truc, cet univers graphique. Question.
Autre question que oui, j'imagine. Ouais, je c'est me une question, la date. Bah non, malheureusement, j'aimerais. j'aimerais bien. En Oh. fait, faut savoir que c'est une rumeur qui date depuis 1 an, cette idée d'une série animée. Donc, elle a été enfin confirmée, mais on ne sait pas si elle a été développée, s'ils sont vraiment en production depuis 1 an, ou s'il y a eu des tractations qui font que ça ne se lance qu'aujourd'hui, mais que ça n'arrivera. Allez, ça peut arriver peut-être d'ici la fin d'année ou l'an prochain. Mais j'espère que ça va arriver vite, ou au moins qu'on va avoir un aperçu assez rapidement. Peut-être au Comic-Con de San Diego au mois de juillet. Ce serait typiquement le lieu où tu Ou mélanges à la faire fois la nostalgie et en même temps un aperçu de ce qui Faire va venir venir. les acteurs, Exactement. les actrices, Tu etc. ramènes Chris Evans au Comic-Con pour même si c'est pour Scott Pilgrim, ça va faire l'événement. Ouais. Edgar Wright, j'ai vu un voir qu'il avait tweeté, il a adoré Fumer fait tousser. Exactement. Il a fait un tweet genre c'est fabuleux et tout. Ouais. Ouais, effectivement, Ouais, il il a adore adoré aussi. Fumer fait tousser, qui est aussi qui revisite un peu les Bien sûr. héros, Ouais, mais bien sûr. façon Quentin Dupieux. Donc très différent. Très différent. Merci beaucoup Max pour ce coup de projo sur donc la série animée Scott Pilgrim, qui est annoncée sans date encore. Julie, de ton côté, Oh. tu viens pour rendre un hommage. Oui, tout à fait. Je voulais rendre un hommage à Ryuichi Sakamoto, donc, qui nous a quittés il y a quelques jours. Ryuichi Sakamoto, c'est un musicien, compositeur, producteur de musique, mais aussi acteur japonais qu'on connaît car il a signé des grandes BO. Ouais. Je vous ai sélectionné, je vous en sais 2 petits morceaux de BO. Si Paul, tu nous entends, on doit peut-être. deviner. Alors la première, je vous ai pris la plus connue, mais qui est quand même très marquante. Ouais, merde, je l'ai pas. Ah non, alors, c'est parce qu'il les a échangés. Mais Ah c'est pas bon, grave. d'accord. Ah oui. La première, j'avais choisi Furio, c'est pas grave. Ah oui, ouais, d'accord. Ah, voilà. C'était celle-là la première. Incroyable cette. Furio, du coup. C'est la classique, ok. Et Du coup, d'ailleurs, Joe Hisaichi, c'est pas mal inspiré quand il fait Totoro et tout ça. hein. Ouais, ouais. Écoute, oui, Ouais, clairement. et cette BO Oui. qui a eu du coup un BAFTA en 1984, qui a marqué les esprits, et également qui a permis à Ryuichi Sakamoto de jouer dans le film. C'est pas ça qui lui a permis, mais d'une même façon, il a joué dans ce film un soldat japonais. Film avec David Bowie. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un très 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 beau Très film. bon film de guerre. Il faut y aller, il faut le voir. Et je vous ai sélectionné une deuxième BO. J'aime Du bien. coup, c'est J'aime celle-là. bien les jeux. Et c'est plus compliqué. C'est plus compliqué Ouais. C'est plus vieux Attends. C'est plus Snake c'est plus Eyes. récent. C'est Snake Eyes. Eh, Mais non Est-ce que, Ouais. est-ce que je suis pas Non. excellent Non, mais Est-ce que non. je suis pas trop fort Snake Eyes. C'est un Il a fait avant de Brian De Palma. Personne ne le sait. Et c'est Ouais. et c'est le moment un peu pas d'action. Personne ne le sait. Je sais que je t'ai régalé. Et moi, c'est vraiment un de mes morceaux préférés, une de mes BO préférées. Je l'ai régalé. Il a aussi signé la BO du Dernier Empereur pour Dernier lequel il a obtenu l'Oscar Ah, c'est de la vrai. meilleure musique. J'allais en piffer ça 88. si C'est Jenny vrai, ça n'avait pas été aussi rapide. C'est vrai, Et il a fait derrière empereur. Plus récemment, il avait signé celle de The Revenant, The Revenant. d'Iñárritu, Magnifique, qui magnifique. est vraiment une grande BO aussi. Il a des atmosphères très très fortes dans la musique qu'il crée, qu'il compose. Il était aussi dans un groupe qui s'appelait le Yellow Magic Orchestra. Si vous aimez bien l'électro japonaise des années 70-80, je peux que vous conseiller d'aller écouter toute cette discographie. Que ça soit ses BO à lui. Bon, après, il a des BO qui sont plus ou moins chill, donc ça dépend à quel moment C'est vous êtes de votre expérimental vie. parfois. Ouais, ça peut être très expérimental. Mais pour le coup, vous pouvez aller écouter Yellow Magic Orchestra parce que c'est assez fun et assez funky, on C'est va dire. accessible. Beaucoup plus accessible. Et franchement, moi, je voulais lui rendre hommage parce que vous savez mon goût pour la musique de Bravo. film en général. Et il est mort finalement assez jeune. C'est quand même 72 ans, c'est très jeune d'un cancer. Et voilà. Je trouvais Personne que ne savait c'était- qu'il était malade. Enfin, S'il l'avait dit. moi, en fait, je ne savais pas du tout. il avait déjà eu un premier cancer il y a quelques années, D'accord. dont il s'était remis et il en avait eu un deuxième. Il l'avait annoncé en 2021, je crois. D'accord, je ne savais pas. Et ouais. Bravo, Voilà. ma soeur, ça c'est un bel hommage, tu m'as régalé. Et en fait, il faut savoir qu'on va peut-être pouvoir lui rendre hommage au Festival de Cannes parce que Ouais. ce qui sera peut-être son dernier film, c'est le film Monster de Hirokazu Koreda, réalisateur japonais, qui est terminé. Je ne sais pas comment il enchaîne autant de projets aussi vite, mais voilà, le film est terminé et il sort au mois de juin au Japon, ce qui veut dire qu'a priori, il va passer par Cannes et il y a une première affiche qui circule un peu sur le net où tu vois donc à la fois que le nom de Koreda et le nom Ouais. de Sakamoto. Ouais. Assez récemment, vous pouvez aussi aller écouter la BO de Proxima, qui est vraiment avec Eva C'était Green. lui aussi. Ouais, il me semble, ouais. Ah. Babel aussi, lui. Mais c'est bien, franchement, bravo pour Ah oui, cet hommage parce qu'on met jamais, on parle souvent évidemment des grands et des ceux qu'on connaît beaucoup,
Mais des grands comme ça qui sont là depuis des années, on met ça pas. Ouais, parce qu'il Donc, est plus, c'est un bel hommage. Hein, il est plus discret en plus. il est plus discret, il a fait, comme tu dis, c'est surtout très varié ce qu'il a fait. Pareil, des Dernier Empereur, j'avais oublié, de The Revenant et Snake Eyes, tu vois, donc c'est un grand monsieur. Hein. Et comme le dit Rob sur le chat, c'est aussi le monsieur qui avait composé la petite musique d'ouverture. Les Jeux Olympiques. Alors, moi je pensais pas au JO peut-être. Non, c'est quand tu lançais la Dreamcast. Ah oui. Mais non, le petit son là qu'il y avait c'est au lui. début, c'était lui aussi. Hein, Oh, donc, il est bon. voilà. Donc ça en fait un monsieur qui a plusieurs cordes, qui avait plusieurs cordes à son arc. À son arc, j'ai réussi. Pardon, je te fais comme ça, 2 fois. Et à son violon. Et à son Il faisait du clavier. piano. Voilà. Il faisait clavier. du clavier, donc ça va. Ouais, il faisait du clavier. Ça là, voilà. Ce son là. Petit côté Ushuaïa aussi, Ouais. sympa. Nicolas mais Hulot. C'était Mais vraiment un peu quelque chose en Eric Serra 99. également qui a dû passer ouais, par là et ouais, s'inspirer. Parce que tout le monde est venu chercher le monde. cette musique. Hein. Yuichi Sakamoto, voilà, décédé à l'âge de 72 ans. Merci beaucoup. GameCube, ça. Ça, c'est la- Alors, il sait pas lui ça non plus. On fait un test aussi musical. merci beaucoup, Julie. Genius, C'est beau, oui. on reste à Cannes. On reste dans la musique. Si je vous fais Do, Ré, Mi, Fa, Si, Do, Ré. Alors, Pierre Perret, mais sinon je vois pas le rapport. Je suis pas sûr. Alors moi j'ai reconnu le thème. En plus j'ai Vas-y. le truc sous les yeux, mais je suis Ah pas oui, sûr si, d'accord, que ce on soit les dirait vraies la notes. Alors, c'est Bah les vraies notes si. si tu transposes avec le Do. Ah ouais. Oui, ok. Si, c'est les vraies notes, je suis un. Non mais ok. Ouais, excuse-nous la chanson. Bah, la chanson, Quelle maîtrise. Ah oui, Incroyable, d'accord, fabuleux. je l'avais pas reconnu, mais t'as raison, maintenant je vois, ouais. Alors évidemment, j'ai pris mes infos sur le meilleur site du monde, évidemment, Allociné, enfin 12 meilleurs sites du monde et égalité avec le grand pop. Évidemment, Oh, merci, pour- c'est beau, c'est beau, c'est beau. ça. Elle est On a glissante. frôlé la sortie de route. Je mets oui les amis parce qu'Indiana Jones 5 revient en exclusivité mondiale, vous le savez tous sur le plateau bien évidemment, à Cannes pour la première le 18 mai. Prochain, c'est votre titre. D'ailleurs, tu l'avais dit en émission, Indiana Jones, c'est la dernière croisette. J'ai adoré. Bah, J'ai en même adoré. temps, Je te l'ai volé. c'est le moment où Mais tu oui. peux la faire, c'est le dernier film. Donc ça revient, les J'aime amis. Ouais, non, J'en c'est très bon. Plaisir d'offrir. 15 ans après, évidemment, évidemment, l'Indiana Jones de Steven Spielberg, il y avait Monsieur Shia LaBeouf qui avait un peu partagé. Certains le trouvaient très mauvais. Moi, j'ai pas trouvé si horrible que ça. Il est pas bon, mais j'ai pas trouvé horrible. Film, on rappelle, qui est réalisé par James Mangold. James Mangold, c'est évidemment Copland, c'est Le Mention de 6, c'est Logan. Voilà, c'est plein de films. Donc, Night and Day. Exactement, Night and Day, ouais. Donc moi je trouve ça bien que ça soit, même si je suis évidemment fan de Steven Spielberg, moi, depuis le début je trouve ça bien que l'ADN change et qu'il y ait un nouveau regard, un regard un peu neuf et que ça soit James Mangold qui fasse le film et non pas Steven Spielberg. Donc voilà, ce sera le 18 mai prochain. On sait que la scène d'intro bénéficiera d'une scène de rajeunissement, comme on voit très souvent. On a vu dans la scène, dans les extraits, que c'est très très bien fait. Hâte de voir comment ça va se passer au niveau de la gestuelle, au niveau du corps. Si on se rappelle des Irishman, De Niro qui veut mettre un coup de pied mais qui se casse la hanche, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc hâte de voir ça. Le méchant sera interprété par Mads Mikkelsen. Donc voilà. Donc au moins dans le pire des cas, il y aura ça de bien dans le film. Voilà, c'est ça, c'est sûr. Il y a Phoebe Waller-Bridge aussi. Ouais. Ouais, exactement. Qui est là donc. Et qui a participé, il me semble, à l'écriture également. Des dialogues notamment. Elle a je sais. touché au dialogue. Peut-être un peu plus, mais en tout cas les dialogues, ouais. Je savais pas qu'elle a touché au Elle dialogue. a vraiment mis sa patte dedans. La sortie publique, ce sera le 28 juin prochain. Et voilà, si vous êtes évidemment à Et Cannes et loin. si vous avez la possibilité d'aller le 18 mai voir en exclu mondial avec évidemment toute l'équipe, je pense qu'il sera là, Harrison Ford évidemment. Oui, ils ont annoncé, annoncé dans le communiqué que tout le casting sera là. Donc James Mangold, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Matt Mikkelsen, Toby Jones aussi qu'on voit dans la scène d'ouverture, Boyd Holbrook aussi qui était dans Logan. Ouais. Il sera là, mais ils n'ont pas précisé si Spielberg et George Lucas Ah, feraient seront le là. déplacement juste pour au moins le tapis rouge. Ah, Parce crois, que tu ouais. peux dire que potentiellement, sachant que on va peut-être l'évoquer plus tard, il y aura aussi Scorsese à Cannes 2 jours plus tard. Le Banque Niro, de Palma là, Francis et Ford Coppola, et on a la génération Voilà, qui vient quoi. de terminer le Voilà. tournage de son film. Ouais, et qui va peut-être Donc, venir le vendre au marché du film. Donc, qui a des C'est- images sous la main. Le festival cette année, ça va être costaud. Hein. Ouais, Ça, parce que risque de croiser du Je vent. pense qu'en conférence de presse, ils vont laisser évidemment James Mangold sous la lumière des projecteurs, mais peut-être qu'ils seront là pour la montée des marches, peut-être qu'ils monteront en décalé et ils seront là avec toute l'équipe du film. Ce serait pas étonnant que justement Cannes ait aussi dealé ça en fait. L'avenue de George Lucas. Messieurs autour de la table, messieurs, dames, auront sûrement la possibilité de voir ce film. Moi j'adore parce que vous savez, ça fait 30 ans que j'attends un film d'aventure un petit peu à la Benjamin Gates. Et aujourd'hui, ça se perd un peu. Bon, il y avait Uncharted qui était bon. C'était pour. C'est-à-dire que faute de mieux. Oui, et voilà, je je sais. sais. Belle imitation de Bourville au Bon, passage. oui, c'est mon vélo. Donc là, j'attends ce Indiana Jones 5 parce que évidemment, c'est comme je pense beaucoup dans la table, c'est un film une licence qui m'a marqué. Puis à part le dernier, c'est évidemment. clairement marqué partout le dernier de la Et le saga. dernier de Vraiment, la même saga. Disney le vend comme ça. Il y aura plus, on est sûr. Moi, je dis toujours c'est le dernier, puis un autre qui arrive. Non, on est sûr que ce sera le dernier. Ah. Harrison Ford, c'est son dernier, c'est sûr. Ah bah oui, en même temps ils ont mis tellement de temps à J'espère. faire celui-ci, oui, bien sûr. Donc voilà. Après il a un film Marvel à faire, donc bon. Il a un film Marvel à faire. Et il y a sa série, là, Shrinking, Shrinking. ouais, qui est Qui est en cours là sur Apple. sur Apple. Donc voilà, 18 mai prochain,
à Cannes et le 28 juin dans les salles. Le 28 juin, c'est sorti monde, je sais plus. France. Ouais, c'est France, ça. Je crois que c'est 2 jours 30 plus juin, tard. Ce sera dans un ouais, mouchoir de c'est- poche, ouais. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est que moi je fais partie des gens qui ont découvert le 4 à Cannes. Oui. Alors après, quand tu le revois après coup, tu te dis oui, c'est pas si pire. Non. On continue à penser qu'il n'existe pas, mais admettons qu'il ne soit pas si pire. Admettons quand Mais même. au moment de Cannes, au moment Non, il y a où- des gens qui ont aimé et il y a des gens qui n'ont pas de goût. Non, Oui. c'est l'inverse. Mais, Mais au moment de Cannes, c'est-à-dire qu'on était les premiers au monde à le voir, tu as attendu Indiana Jones pendant 15 ans, quand tu te manges ça, je me rappelle de la séance où tout le monde se regarde en faisant qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ce que je veux dire surtout, c'est que le fait qu'ils reviennent, Lucasfilm, et qu'ils acceptent, parce que normalement, quand un film se passe mal à Cannes, c'est comme si on te mettait sur un peloton d'exécution et tu te fais vraiment démonter par tout le monde. Puissance De 10. revenir à Cannes, en fait, ça veut dire qu'ils ont vraiment confiance dans le film. Oui, et Et surtout, parce qu'ils auraient pu largement s'en passer. Tu vois, s'il n'y a pas Indiana Jones à Cannes, c'est pas grave non plus Oui, non, bien pour la sûr. promo du film. Mais en fait, le fait de dire si on revient, en fait, on conclut le truc sur les marches, c'est qu'en fait, ils ont un film qui leur plaît. Donc, Après, il y a un Ouais. bel alignement de planètes aussi. Hein. Enfin, pour le coup, que ça soit au niveau du casting, de l'écriture, de la réal. Ouais. Enfin, je pense que là, on a aussi envie de ça. Et même si c'est bien que ça soit le dernier, peut-être. et puis surtout, il y a une vraie différence avec le 4, ou même avec Top Gun l'an dernier, c'est que c'était des films qui sortaient au moment du Festival de Cannes. C'est-à-dire, moi je me souviens Oui. que Indiana Ouais. Jones, je l'avais vu quelques jours après que vous l'ayez vu, parce qu'il sortait 3 jours après sa présentation à Cannes. Là, tu l'as dit, le film sort le 28 juin en France. Ah oui, Donc, mais- c'est-à-dire que Et puis à Cannes, tout Oui. le tu monde avais se largement le tape un temps de faire autre chose pour le présenter si tu n'y croyais pas. Donc, On est bien Ouais. d'accord, c'est une exclu mondiale. Là, avant le 18 mai, personne l'aura vu. C'est ça. bah, Non, si non. les gens l'auront peut-être vu parce Peut-être qu'il y que aura les des presse, collections ouais. anticipées, Ouais. mais, Ce sera mais très le compliqué. grand public, officiellement, en fait, le film n'aura officiellement pas été montré à qui que ce soit. C'est ça. Et même en général, à Cannes, la presse maintenant voit les films le lendemain. Donc, Ouais. techniquement, la presse verrait le film le lendemain. En plus, c'est marrant parce que j'ai vu ça encore une fois sur votre site que James Mangold, ça le faisait bizarre parce qu'en 95, Ah oui. il était venu présenter son premier film. Et là, il revient du coup pour présenter l'Indiana Jones. Donc ça va faire des belles histoires. La petite larme. La petite larme, oui. La petite larme échouille. un beau tapis rouge en perspective. Ah bah là, Donc on verra oui. qui s'y annonce Qui s'y annonce. bientôt. Indiana Jones, donc 5, qui fera l'ouverture du Festival de Cannes. Ouais. Off. Non. Enfin, pas dans le cadre du. Ouais. C'est pas en compétition, quoi. C'est. Ah non, c'est même pas non, l'ouverture. non, c'est pas- on est pas il y aura sûr. un film la veille. Ouais. Il y a un truc la veille. Ça peut, en fait, Ah. le film d'ouverture maintenant, ça peut être en compétition ou hors compétition, c'est toujours déterminé à la fin. Mais là, le festival commence le mardi 16 Ok. mai, Oui, donc et c'est ça 2 sera jours le jeudi après. 18. Ok. ouais. Et, Ok, les, ok. et les rumeurs sur l'ouverture, enfin, c'est pas, il y a plutôt Almodovar pour l'instant qui tient Alors, la ça a corde. été, ça Ah a ouais été démenti. Ah, c'est ça. démenti Ce maintenant serait là, ça paraît du film de May Wen avec Johnny Depp, qui serait le plus Oh, gros film, ou le film de Mais Woody Allen. généralement, ce qu'ils font pour les cérémonies d'ouverture, c'est souvent qu'ils essaient de les sortir en même temps. Ouais, en salle. c'est ça, la, ouais. Donc, c'est la condition s'il faut. c'est Donc, pour ça. donc c'est pour ça que Indiana Jones sortant au mois de juin, c'est pas possible. Wes Anderson sortant le 21 juin, c'est pas possible non plus. Scorsese, n'en parlons même pas, il sort au mois d'octobre. Donc non, en fait, Mais les c'est- deux rumeurs qui circulent, ce sont ces deux films-là qui n'ont pas de date de sortie pour l'instant. Et puis Woody Allen, à chaque fois qu'il vient à Cannes, c'est Woody. hors compétition, donc souvent en C'est bon, ouverture. Donc comme une fois tous les 4 ans, il ferait ça. Et c'est plutôt malin d'avoir imposé cette règle de sortir en même temps en salle, pour le coup, les premiers films qui font l'ouverture, parce que D'accord. ça permet aussi que le grand public se rattache à cette expérience Bah oui. Parce que canoise. c'est vrai qu'avant, tu lançais le festival en disant rendez-vous dans 6 mois pour voir un film qui est quand même pas mal. Ouais. Ça a bien marché pour Tom Cruise avec Top Gun l'an dernier. Ouais. Alors, qui n'était pas le film d'ouverture. Non, mais C'était- je veux dire, d'avoir ce coup de projecteur Cannes Ouais. plus Voilà. la sortie en Ouais, il salle. arrive en qui est- avion. Hein, tout à fait. le coup parfait, ça avait été prévu avant, mais c'était Parasite qui sortait Ouais. tout début juin. Alors le distributeur l'avait prévu avant que le film se présentait à Cannes, mais ça fait qu'il a eu la Palme d'Or. Et une semaine après, il était en salle. Il est Et sorti, le ouais. film a fait plus d'1,5 million, ce qui pour un film coréen n'était jamais arrivé en France. Je pense que ça a joué et que le fait de sortir les films cannois en même temps ou peu de temps après, c'est pas une mauvaise stratégie du tout. Rendez-vous en mai pour plus d'informations. Ouais. Merci Genus Merci. pour ce rappel du coup de chapeau. Oh, les belles. Johan, Oui, je suis hyper surpris, tu vas nous parler d'animé, et oui, tout à fait. ou plutôt de live action. Souvenez-vous du poète qui disait Fille d'aujourd'hui, enfant de la forme, nous aimons rire et danser. Oh, c'est qui? C'est Pierre Perret, encore une fois. Même sans ça, je l'aurais eu. Je prolonge. Vas-y. Ouais. Vienne minuit quand d'autres s'endorment, nous devenons pour la nuit. Ah oui, si, ok, bien sûr. Trois vives panthères. Ah oui. Et de nuit. Hein. Seul et Qui en un solitaire. éclair, Qui en un éclair. ça veut bondir sans Ça. un bruit. Attends, je dois deviner quoi là? Le nom. Et solidaire, sur terre ou en l'air, relevant tous les défis. C'est pas Indochine. C'est pas Indochine. Non, mais je croyais que je devais deviner le nom de la poète. Ouais, bah, J'avais rien compris. Je dis, mais ça Mais non. à deux doigts de Rimbaud, quand Non, même. non, oui, nous 4 parlons size, d'animé. TF1, etc. on Ok, parle de d'accord. 4 size. Oui, TF1, etc. Ok, 4 d'accord. size. C'est bon, excusez-moi. Voilà, 4 size. Alors, juste pour resituer, les aventures de Sylvia, Tam et Alex
restauratrice le jour, voleuse la nuit, pour remettre la main sur les pièces de la collection de leur papa qui ont été dérobées. Et donc, elles participent à ça. Elles sont poursuivies par un policier qui s'appelle Quentin, qui est par ailleurs le love interest de l'une d'entre elles. Et donc, c'est un shonen qui a été publié entre 80 et 85 par Tsukasa Ojo. Ensuite, animé pendant 73 épisodes entre 83 et 85. On se souvient parfaitement de ce dessin animé qui a rythmé notre jeunesse pour les gens, en tout cas, qui ont grandi dans les années 80. On n'en a plus entendu parler pendant 40 ans. Après, c'est souvent rediffusé. Rediffusé, mais après, voilà, il Ouais. y a eu rien du tout. C'est vrai qu'il n'y a plus l'aura qu'avait un Nicky Larson ou un Dragon Ball Z depuis sa diffusion. Bah ouais. En fait, C'est ça que ça me surprenait, moi. c'est ça, c'est que Tsukasa Ojo, c'est aussi l'auteur, entre autres, de City Hunter, fait de Nicky Larson. Tout à fait. Il y a notamment des crossovers en animé qui existent. Tout à fait. Et il a... Ah, je vais trop vite, pardon. Excusez-moi, Pardon. c'est bien. Ça montre qu'on est aligné. Je Voilà. me tais. Donc, pourquoi on en reparle? Tout simplement parce qu'une série live action de TF1 Ça, c'est. a été. Donc là, c'est très Camoulox. étonnant. Voilà, c'est très étonnant avec déjà un premier visuel très joli, Ouais, c'est a priori pour le coup. Et alors, j'ai vu des gens, donc c'est pas mon idée, mais je suis quand même aligné, des gens qui disent allez, c'est TF1, on vous parie que c'est Audrey Fleurot, Camilo et Julie Debona. Ouais. Comme dans toutes Il y a les des séries chances. TF1. Il y a peut-être. Audrey ça Fleurot, ressemble serait bien. beaucoup, Audrey hein. Fleurot serait bien. Il y a peut-être des changes, mais en tout cas, on voit que c'est déjà assez ambitieux puisque c'est pas un unitaire, c'est 8 fois 52 minutes. Tournage à partir de l'automne 2023 pour une sortie, enfin en tout cas pour une diffusion l'automne suivant. Donc rendez-vous en 2024 pour. Et il y a un réalisateur qui a plutôt relevé jusque-là les paris ambitieux de TF1 puisqu'il avait supervisé Les Combattantes et le Bazar de la Charité. Ah bah voilà, avec les trois actrices. Et le secret Ouais, d'Élise c'est trois également. Le- Et une série qui s'appelle Le secret d'Élise qui était, Ah oui, c'était vachement bien. et qui était Qui était vraiment très très bien. Qui était très bien. réalisé, Donc ça peut être positif. Et pool de scénaristes. Alors j'espère ne pas les oublier, mais Michel Katz, Justine Kim Gauthier, Antonin Martin Hilbert, Anne-Charlotte C'est des Cassab, amis. Colline Dussault et Audrey Justine. Gagneux. Justine, c'est une de mes meilleures amies, donc La je vous le famille, dis. parce que la Voilà, famille. c'est une de mes personnes préférées dans le monde entier. Donc, Là, tu peux dire la famille. voilà, la famille. Bah, Là, oui, tu la peux famille. Et en tout cas, en regardant moi je les connais moins personnellement, mais en croisant tout ça, il y a à la fois des gens qui ont la fibre TF1, des gens qui ont la fibre plutôt engrenage ou des choses comme ça. Donc en fait, ça peut faire un bon mix et un bon pool d'écriture pour proposer quelque chose. On sait que TF1 est pas mal en train de sortir du cliché TF1. J'aime bien. Ils font des séries avec du fantastique, des séries avec du genre, et donc en fait il y a des tentatives de moderniser un peu ce qu'on pourrait appeler la série TF1. Et donc de se dire là ils vont mettre un pied dans les animés, c'est plutôt étonnant, c'est un pari un peu fou. Et donc on est curieux de voir ça, et surtout la question après que ça pose, c'est crossover ou pas avec le Lachaud Universe. Ouais, j'ai Ouais. posé la Puisque question. quand il y avait eu Nicky Larson le film, c'était même une question qui revenait dans les interviews. Est-ce que ça serait pas logique de faire Cat Size le film, ou alors Nicky Larson dans sa prochaine aventure rencontre Cat Size? Donc est-ce qu'ils lui ont coupé l'herbe sous le pied et il pourra pas le faire, ou est-ce qu'au contraire les actrices de la série TF1 vont pouvoir après croiser le Lachaud Universe? Ça peut être assez intéressant à suivre en tout cas. En tout cas, l'univers dans l'animé est croisé. Exactement. Donc, Parce que dans le dernier, ne la même année que le Nicky Larson, ou je crois que c'était l'année suivante, il y avait eu City Hunter, Shinjuku Private Eyes, et il y avait en fait les trois sœurs de Cat Size qui apparaissaient dans cette aventure animée de Nicky Larson. Donc ça peut faire sens de croiser tout ça. Mais c'est en tout cas la news au début, en plus, elle a été annoncée lundi. On se dit, oh, poisson d'avril en retard, bizarre. TF1 adapte Cat Size. Et puis en fait, non, c'est un vrai projet. Après, il y a un Donc, truc curieux. qui est quand même hyper cocasse. Ah oui. Un mot de 1902. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, je fais des mots anciens aujourd'hui, vous verrez pourquoi. On l'appellera Aramis. TF1 est reconnu historiquement pour avoir accueilli, à travers le Club Dorothée, pendant plus d'une quinzaine d'années, avoir démocratisé, vulgarisé les animés japonais à l'époque. Ouais. Et du coup, que 40 ans après, les petites têtes blondes qui sont devenues des adultes, plein de pouvoir d'achat, tu vois, essayer de reconquérir quelque chose, il y a, tu vois, je pense qu'il y a une stratégie qui est pas complètement on verra, stupide. on verra Après, pas faut voir le on verra pas résultat. que le quoi. survivant, tu vois. Mais il y a encore une Non, image, mais mais, au moins, mais bon. déjà, si ça marche, ça peut peut-être ouvrir la porte à d'autres choses. Ce qui est Si, avec Audrey Fleurot, Mais Et ça, surtout, je crois que l'équipe qui s'en occupe, que ça soit chez TF1 ou en écriture, je pense pas révéler de Surtout en grandes choses. écriture. Non, mais sont très fans aussi oui, de l'anime bien original, donc je pense que ça joue beaucoup aussi. C'est quand tu as la passion aussi de ce que tu. mais on est bien d'accord, c'est vrai que c'est légendaire pour nous, enfin pas pour moi, mais en général, mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui, quand on m'a dit, si TF1 me dit, je parie sur un live animé d'une série, moi je vois pas 4-16 en premier lieu, tu vois. Et en même temps, 3 héroïnes, enfin c'est très TF1 aussi, et quand même des histoires de braquage, de vol. Enfin, je trouve qu'il y a un réel enjeu aussi de fiction. Et il y a plein de gens qui, tu leur dis, font ah j'aurais pas pensé, mais pure idée en fait, parce que facile, enfin pas facile à moderniser, mais en tout cas potentiel. Puisque fait TF1, comme tu dis, ils sont sortis de les fameux Cordier Giflic, José Jean Gardien, tout ce qu'ils font depuis quelques années, franchement, c'est vraiment à chaque fois très bien. Tu regardes, tu dis, t'es surpris, c'est bien écrit, très bien écrit, c'est bien joué et c'est bien produit. Ouais, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Ambitieux. Avant qu'on voit Ranma et demi, c'est vrai qu'il y a encore Nick Pearson, c'est très bien. Mais ce qu'il faut dire, en tout cas, c'est que c'est pas parce que ça vient de TF1, c'est un peu le même cliché que quand on dit comédie française égale Franck Dubosc. Ouais. C'est pas parce que ça vient de TF1 que c'est forcément Julie Lescaut, quoi. Ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Alors, peut-être Julie Lescaut dans le. Il faut laisser sa chance au produit. Ouais, exactement. C'est elle la flic qui va les courser. Dans le reste, merci beaucoup Johan. Je vous en prie. Dans le reste de l'actu, en bref, j'ai le plaisir de vous annoncer Mais non. que Paddington Mais non. Il y a le 3. Arrive sur le plateau. J'aimerais tellement aller en voyage au Pérou. Et oui, dans sa famille de Dans vrai. Paddington 3, puisque voilà, le prochain J'ai tellement envie opus de l'adopter. Il est trop mignon. de Paddington Manger des sandwichs à la marmelade avec. entrera en tournage le 24 juillet prochain. Il ne sera cette fois pas réalisé par Paul King, qui avait fait les 2 premiers. Oui, qui a fait le préquel de. Il est sur le Wonka Ouais, il est avec sur Chalamet, Wonka, tout à fait. Ah, ok. Du coup, le film sera réalisé par Dougal. C'est pas Douglas, c'est bien Dougal. Dougal Wilson. C'est le mec qui avait fait le clip Satisfaction pour Benny Benassi. Oh. Avec le marteau-piqueur. Satisfaction. Je sais plus ce qu'il y avait dans le Je crois que c'est. Non Enfin, la Ou je musique, je confonds sais. peut-être. La musique, j'aime, mais je sais pas si c'est le. Parce que si c'est Paddington avec un marteau-piqueur. Bah ouais, je me disais, Alors, Paddington va écouter de Il la va chanter techno. Satisfaction. Le titre Paddington au Pérou. Bah oui. Facile. Et Donc, donc côté Tintin. PAP. l'ourson Paddington devrait. dans ses terres natales. C'est ça. Il va aller rendre visite à sa tante Lucie, Ah bah oui. qu'il avait envoyée en Angleterre à Ouais. l'époque. Au début du 1. Je vois qu'il y a des fans de Paddington. Moi, ça me passe comme ça. Ah non. Ah, mais alors- Je, Moi, en fait, alors- je sais que c'est des super bons films, mais je les ai jamais rattrapés. Ah non, Moi, mais alors il faut. moi, j'aime pas Ah. trop le 1. Le 2 est génial. Ah ouais. Alors, ouais. Les deux. Moi, je trouve que le 1 est très sympa, mais le 2 est tellement un chef-d'œuvre qu'effectivement, Ah ouais. il te fait reconsidérer le 1 un peu à la baisse. Mais moi, je trouve que c'est vraiment. Pareil, j'étais passée à côté pendant un petit moment. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais vas-y, c'est incroyable. Et c'est vraiment. Déjà, tu peux le regarder en famille large, mais tu peux le regarder tout seul aussi, il n'y a aucun problème. Moi, je trouve que c'est ultra réussi, que ce soit dans l'animation, dans l'émotion, dans la comédie. Enfin, non, mais là, il est en train de se mettre des brosses à dents dans les oreilles, dans l'image derrière toi. Mais en vrai, je le trouve. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne à 100%, c'est hyper anglais. T'es très, très vite emporté dans l'univers. Il y a un truc un peu, parfois dans l'esthétique, un peu à la Wes Anderson dans le deuxième, je trouve dans le deux, aussi. bien sûr. Enfin, Un peu de magie, c'est un peu. franchement, c'est trop bien. Ça quoi. ne devrait pas marcher comme ça, et pourtant le truc fonctionne. Ouais. Du début à la fin, et même c'est Hugh Grant qui disait que c'était le film dont il était le plus fier. Mais même, Il a dit le 2, Paddington 2, il a dit. même Nicole Kidman, qui est la méchante dans le premier, tu Ouais. sens qu'elle s'éclate Ah vraiment. ouais. Mais tout le monde s'amuse en fait, Ouais. et tu comprends. Mais le scénar est génial. vraiment bien aussi. Le perso est très attachant. Enfin, moi, j'ai vraiment eu envie de Ah, l'adopter on s'est directement et de manger des sandwichs à la marmelade. De manger. Parce qu'il a toujours des sandwichs. Il est toujours dans son Vous chapeau. l'aviez vu avec la reine d'Angleterre d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il avait Ouais. goûté, Mais pris le thé. moi, Pas j'ai- du Non, tout. j'ai vraiment. Écoutez-nous, parce que moi j'étais comme vous, et un jour il est passé, je crois, les deux Ouais. sur TF1. Mais- Et franchement, j'ai pas décroché. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. ou Non, que mais c'est je pas en sais. train- Je dis que vraiment, je suis passé, mais à des kilomètres Mais à côté. quoi. je C'est- sais. Mais écoute, si t'as un petit coup de calgon, un de ces quatre, un de week-end, calgon. un Ouais, week-end, totalement. ça aussi Ouais. expression de 1920. Mais en vrai, ça vaut le coup. C'est un vrai Super. feel-good movie, quoi. Qui double Guillaume, alors c'est Ben Whishaw en anglais et Guillaume Gallienne en français. Ouais. Ah, oui, c'est Galien en français, ça. Je crois qu'après, ils ont prévu un spin-off Cocaine Paddington, qui sera très Ah, il, est, différent. il est déjà sorti, celui-ci. Versus Winnie Voilà, le il tueur. sera, voilà, il sera très très différent. J'y ai cru, je t'écoutais. Tu vas quoi, c'est bizarre. Paddington 3. Paddington fait la mule. Paddington au Pérou, qui donc entre en tournage le 24 juillet, donc voilà, pas encore une date bien précise. L'autre news, c'est une suite, mais un Oh, petit bah, peu c'est particulière. rare, ça, dis donc. Tu l'avais pas dit, oui, tu l'avais pas dit en petit Ouais. peu particulier encore. Ouais, c'est on le pour ça. guettait. On le Et voilà, mais il y en a un par émission, si vous voulez Parce que retrouver parce que c'est un, Vous mot gagnez. c'est un mot récent en particulier. Peut-être ça, ce serait un truc de 1812. Bon, là, tout de suite. une suite un petit peu particulière. De deviner ou quoi Non, bah, juste là, c'est un peu compliqué. Mais si je vous dis que ça va être diffusé avant Élémentaire, qui est donc le prochain Ah, Pixar, oui. et qui sort lui en salle oui. le 21 juin. On a plus d'infos peut-être, on a plus de Est-ce trucs. que ça serait pas un court-métrage?
C'est un court-métrage. Ah. Est-ce que ça serait pas un court-métrage qui a un rapport avec des ballons remplis d'hélium? Alors, ça va s'appeler Carl's Date en VO, donc le rencard de Carl. Le rencard. Il rendra hommage donc. Et Oh. c'est validé. Le rencard, le voilà. rencard. Il rendra hommage à Ed Asner qui a prêté sa voix à Carl dans la VO et qui nous a quittés après avoir tout de même pu enregistrer ce court en 2021. Il s'agit de la suite de Là-haut, Tout à fait. je le précise. Qui avait déjà une suite, en fait, je crois. Il y avait eu. Il y a eu un Il y a des truc sur le petits chien. courts-métrages sur La Doug. série, Doug. le Sur Doug. Doug, le chien, ouais. Alors justement, C'est ce j'ai le que tu synopsis. Mais non, Hmm. J'ai le synopsis. pas le synopsis. Le vieil homme accepte à contre-cœur d'aller à son premier rendez-vous avec une amie depuis la mort de sa chère et tendre Ellie. Il n'a cependant aucune idée de la façon dont les rencontres se fonctionnent de nos jours. Doug devra donc Doug, c'est le chien, devra donc intervenir pour aider à calmer Carl et lui offrir quelques conseils pour se faire des amis qui ne fonctionnent peut-être que si vous êtes un chien. Filandreux. Genre mort un os ou un truc comme ça. Filandreux. Donc voilà, Et- c'est une histoire qui a fait réagir sur les réseaux Ah sociaux. oui, ne venez pas nous saloper oui, merde. toutes les belles vibes d'amour qu'envoyait cette séquence quand Attendez, on nous fait c'est pas film parce que, original. attendez, c'est pas parce que quelqu'un est veuf et qu'il rencontre il doit- quelqu'un d'autre après que ça salope l'histoire Si, d'avant. faut pas. Non, mais Moment, c'est- non, la c'est que- personne est décédée. Non, c'est Enfin, pas ça. C'est que Non, c'était c'est- tellement un sommet d'émotion Ah bah oui. que Et ça, si non. là, non, mais si là ils mettent le chien veut m'aider à draguer, ça va être un peu du pataprout. Moi, ça gâche un peu l'effet du premier Moi, film, quoi. j'ai un peu cette crainte en entendant le synopsis, c'est qu'en fait le côté humour prenne le pas sur l'émotion que tu pourrais avoir dans ce court Je dis métrage. pas qu'il a pas le droit de se recaser. Je l'encourage. Ça n'enlèvera pas l'émotion que C'est tu pas as l'idée. automatiquement avec la musique quand tu regardes Et- le film à ce Ouais, mais c'est moment-là. pas juste la musique, tu la mets quand tu fais des pâtes et Tu te dis pas- oui. Si tu Non, revois des pâtes. là-haut, tu te dis pas ah non maintenant il date d'autres meufs donc ça m'aime plus du tout quoi. Ouais, mais Enfin, je trouve ça quand même très moche, moi. Ce serait drôle, effectivement, tu regardes là-haut, tu fais, il va s'en remettre, ne Il va t'inquiétez pas. s'en remettre, c'est fini. Alors pour info, comme on dit, c'est tutut les rageux. Sauf que si on est attentif dans le film, il y a un message de Ellie qui disait « Merci pour l'aventure, vous l'avez Voilà. sous les yeux là. Ouais. Va en vivre une nouvelle. À toi d'en vivre une nouvelle. Et maintenant, il Bah te faut oui. en avoir une Le nouvelle. film. Donc oui, et c'est la meilleure des preuves d'amour. Mais bah, sauf- c'est ça quand on aime les gens, on leur souhaite d'être heureux même sans nous, qu'on soit mort ou qu'on soit séparés, c'est le concept. Tu parles comme dans un livre. Là. Bah, Je suis fou. Bon, du coup, un petit court-métrage sur là-haut comme ça. Chaud, mi-chaud, pas chaud. Je réfléchis. Je réfléchis. Moi, le concept des chiens qui parlent, ça m'avait. Il y a des. Enfin, là-haut, les deux scènes d'émotion étaient incroyables. Moi, donc, j'aime bien le chat. Et par Ouais, contre, moi aussi. les Moi chiens aussi, qui j'aime parlent m'avaient vraiment sorti du film. Et Ouais, j'ai je crois. l'impression que c'était deux films qui s'étaient rencontrés. On avait tenté un truc et on se dit on verra si ça passe. Écureuil. Voilà. Et- Moi, j'aurais préféré que La ce soit même. que Doug qui parle, pas les autres. J'adore. Ouais, Oui. mais c'était. Il y Si, avait un truc le bizarre. gros dur avec la voix toute aiguë, c'est Oui, rigolo. ça c'est rigolo une fois. ouais, Bon, mais- c'est bien. Bon, en tout cas, voilà, ça sortira. Alors, je sais pas si en France ils vont le faire. En fait, ça Ça va dépend des dépendre de- cinémas. Ça dépend des En fait, cinémas. les cinémas, on leur laisse la possibilité de choisir entre 5 minutes de pub et 5 minutes de court-métrage, et après, c'est à eux de Mmh. trancher. Ouais. Donc, si vous le voyez pas, Un indice. Au Qu'est-ce Grand qui Rex. rapporte de l'argent? Au Grand Rex à Paris, ils les passent les courts-métrages. ouais, comme quoi. Mm. Donc voilà, si vous voyez pas le court métrage, c'est que votre cinéma préfère la thune. À la... C'est le truc. Alors, autre news, j'en ai pas mal, moi aussi. Oh. C'est une bande-annonce Idéal. d'un film Animé. qui a été oscarisé. Derspyman. Ça a l'air tellement bien. Et bah, je vous propose qu'on se le regarde et on en parle juste après. La bande-annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ça va être fou, ça. My name is Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. And things are going great. Oh yeah, you were supposed to be here at 5. All right, whatever. Whatever. Wow. Whatever? So are you like a cow or a Dalmatian? I am the Spot. It's not funny. Don't do that. Miles's grades are pretty good. A in AP Physics That's my little man. and a B in Spanish. Miles. Are you trying? Mira, eso es imposible. I gotta go. All right, bye. He's lying to you, and I think you know it. Want to get out of here? Oh, Gwen? So wait a minute. There's an elite crew with all the best spider people in it? Who's the new guy? This is unbelievable. This is the lobby. Miguel O'Hara. The whole thing was his idea. What's a guy gotta do to join this spider team? You can never be part of this. Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth 1999-99.
come on, go easy on the kid. He had a terrible teacher. Peter! Miles! Mayday! You have a baby? I have a baby. I'll take it from here. Miles, being Spider-Man is a sacrifice. You have a choice between saving one person and saving every world. Send me home. I can't do that. I can do both! Spider-Man always... Not always. What about Uncle Ben? If not for Uncle Ben, most of us wouldn't be here. Can't stop me now! You can't run forever, kid! I can't lose one more friend. Miguel, this isn't what we talked about! You knew? You have no idea what you're doing! Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. All stations, stop Spider-Man! And then I looked at my uncle and... Let me guess. He died? Oh là là. Le 31 mai Ah, au trop bien. cinéma, évidemment, Across the Spider-Verse qui s'appelle en France. Et en fait, alors, ils ont gardé ce titre-là. Ah, en fait, bah, c'est on a bien. failli avoir, on n'a jamais eu de New Generation 2. On a eu pendant une journée un Spider-Man seul contre tous, qui a vite été supprimé par Sony en France. Donc ça s'appellera Across the Spider-Verse. Tout le monde dit Spider-Verse en plus quand on parle Bah, de ce film. c'est un peu ce que je me disais, mais ça a l'air fou. Et quand tu vois la bande-annonce, qu'en fait, tu sais que dans chaque monde parallèle que le héros va visiter, il y aura un style d'animation différent. Là, t'en vois que deux et demi, donc tu te dis, ils en ont peut-être encore beaucoup sous le coude qui dévoilent pas ici. Je pense que ça Alors va que la mettre- bande-annonce est quand même très riche. Hein. Ça va La être VF du 10-0, Spider-Verse, c'est le Spider-Vert. Le C'est Spider. l'araignée vert. C'est l'araignée l'araignée vert, ouais, un truc comme ça. Ouais, La- ne le traduisez pas. L'araignée vert. C'est tellement vrai. Est-ce que vous avez eu la référence à No Way Home Oui. en écoutant un petit peu? Le Doctor Strange. Hein. Ouais, à un moment, donc il y a Spider-Man 2099 qui est un rôle assez important là, dans cette suite, qui évoque Doctor Strange et le petit nerd de la Terre 199 999. Donc voilà, une petite histoire de... C'est vous qui avez foutu le bordel là, le truc Bon, on verra où ça mène. Qu'est-ce qu'on a? On a une multitude de versions de l'homme araignée, donc... puis des choix importants, un choix qui est Last of Usien, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est tu sauves une personne ou tu sauves l'humanité. Bah, surtout de ce que je crois comprendre de la bande-annonce, c'est que en fait, il veut profiter du multivers pour remonter le temps et donc sauver son oncle. Alors qu'en fait, dans le premier, tu apprenais que tous les Spider-Man, peu importe les versions, en fait, ils avaient en commun le deuil, la mort de quelqu'un qui les amenait à être des héros. Et je pense que c'est ce qu'on va leur expliquer. Donc en fait, le personnage de Spider-Man 2099, qui avait l'air d'être le grand méchant du film, tu sens qu'il va y avoir vraiment, c'est plus des oppositions de point de vue entre ce que tu peux faire quand tu es un héros, parce que lui, il semble quand même avoir de la bouteille, et ce que tu ne peux pas faire. Donc ça peut être beaucoup plus intéressant que juste un grand méchant et Spider-Man. On rappelle que c'est un diptyque. Oh, mais ça, c'est peut-être plus récent, ça. C'est plus récent comme mot? Peut-être. Petit cochon. Ouais. Oh, Spider-Cochon. C'est-à-dire bienvenue que... aux grosses têtes. Non, wagon-lit, on arrête. Du coup, ça veut dire qu'il y a un film 3, donc qui sera la suite du 2, qui arrive un an après. Oui, donc- bah dans un an pile, le 3 avril 2024. Alors, pour l'instant, il s'appelle Beyond the Spider-Verse, mais je ne sais pas si ça a officiellement été annoncé comme titre. C'est-à-dire que c'est, en fait, au lieu de traverser le Spider-Verse, tu vas au-delà. Mhm. Mais ce qui promettrait beaucoup aussi. Alors, évidemment, on peut avoir un petit ras-le-bol du multivers, parce que là, c'est à toutes les sauces. Mais, pas là, quand ne c'est vous bien privez fait. pas quand c'est bien fait. Pas là. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, Un c'est avis vrai, je levais ma main sur le ras-le-bol du multi. du multivers. Voilà. Ah. Après, il y a 3 films de multivers par an. Ce n'est pas grand-chose. Non, mais surtout, enfin, je veux dire, il ressemble à aucun autre film du multivers. Pour le coup, celui-là, c'est une technique d'animation qui est tellement incroyable. La musique un est. autre film tout court en plus. Oui, mais c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut vraiment le mettre dans la catégorie film de multivers? Ah non, Je ne sais non, pas. non. On a un truc bien produit, bien créé, ne sais créatif, sympa, bien réalisé. Et de l'autre côté, t'as le multivers. Donc je pense que on s'en taper dessus évidemment. Donc faut y aller. On en parlait tout à l'heure. Scorsese, De Niro, DiCaprio vont ouvrir le festival de Cannes. Les meilleurs.
Donc, Toujours ce- pas. Alors, pas ouvrir. Alors, c'est pas ouvrir. Ils vont Alors, venir pendant. Il veut que tout le monde laisse-le tranquille. Là, c'est mes notes. Donc là, du coup, c'est pas moi. C'est pas moi, du Non, coup. parce que ce sera le samedi 20 mai. C'est pour ça que je Que disais Thierry tout à l'heure Frémaux qu'on allait. t'entende. Tu veux le film d'ouverture de Cannes. On va essayer de t'obtenir je le cette cherche. Après, ils peuvent peut-être tourner un petit cours d'ici là pour te faire plaisir Ouais, en un petit ouverture. Ah. Killers of the Flower Moon, Ouais. nouveau film événement de Scorsese, et donc sera bien présenté à Cannes en tout cas. L'occasion d'avoir une montée des marches avec Scorsese, De Niro et DiCaprio. Oh là là. Le film, c'est un film quand même Apple TV+ à la base, qui sera diffusé donc le 20 mai. À Cannes, ouais. Voilà. Qui sortira en salle. Ça, c'est Et qui sort en salle. Donc ça, une c'est grande nouvelle. Yes. plutôt cool. C'est beau. Un peu comme le Napoléon d'ailleurs de Avec Ridley Scott, ouais. qui est avec Joaquin Phoenix, qui a Oui. été annoncé en salle en Ça y est, France. la date. Ouais, en fait, apparemment, Apple maintenant a une nouvelle stratégie, c'est de sortir ses films en salle partout dans le monde avant de les mettre sur la plateforme. Alors après, ça va poser la question de dans combien de temps, au bout de combien de temps ils vont Ouais. arriver sur Apple TV+ en France, puisque le délai pour l'instant est de 18 mois, 17 mois, pardon. Ça va être la grande question, mais au moins, c'est des films ambitieux avec des grands réalisateurs et qui sortent en salle. Et le fait que Scorsese passe à Cannes, ça rejoint ce que tu disais, Yoann, sur Indiana Jones, c'est que autant Indiana Jones, je pense que non, autant Scorsese, c'est un film où c'est clairement marqué on veut aller aux Oscars avec. Oui. Sachant que si tu te fais taper à Cannes, c'est fini. Au mois de mai, dead. tu sais que tes chances d'Oscar sont absolument terminées. À l'inverse, on a vu, par exemple, En Elvis. tout cas, il est en Après- sélection officielle. Sélection officielle, mais ça peut aussi bien être compétition que hors compétition. Ouais. Ah. On ne le sait pas encore, ça sera annoncé. Mais même si tu es hors compétition et que tu te fais monter en l'air, Pas d'Oscar. tu vois, non, mais Oui. alors que tu vois, à l'inverse, Elvis, ils ont vraiment lancé la machine là-bas, même si à l'arrivée, il n'y a pas eu d'Oscar pour Austin Oui. Butler. C'est vraiment le Bien buzz parti. pianois qui a fait que c'est parti, Avec alors qu'il y a Théorie. beaucoup d'autres films qui avaient des envies d'Oscar qui se sont un peu plantés à Cannes et vraiment qui ont été enterrés derrière. Donc ça veut peut-être dire que, au-delà du glamour, parce que évidemment, Scorsese, DiCaprio, De Niro Oui. réunis sur un tapis rouge, c'est énorme. En fait, Tonton au-delà de ça, Martin, ils ont- Tonton ils Martin, ont- il a ils une y bonne croient. vibe, hein, je Ben, pense. Scorsese, il est quand même à l'apogée. Enfin voilà, il est plus tout jeune. Le patron. Et surtout, il a eu deux acteurs de cœur dans Mais sa c'est ça. filmographie. Et là, il les réunit pour la première fois. Ouais, j'allais dire, c'est la première fois qu'ils sont ensemble, C'est la première fois. tout confondus. Moi, rien que ça, ça me donne super envie de voir le film. Ils avaient déjà fait J'ai vu en quoi Blessure secrète il Blessure y a secrète, quelques années, Ah ouais. dans les années c'est ça. 90, Ah avant oui. Titanic. Mais depuis. Oui, mais pas chez Scorsese. Non, voilà. Voilà, Oui, c'est non, ça. non, mais tout c'est qu'ils confond. n'ont jamais Mais De été Niro, je me réunis souviens chez plus. Scorsese. Et c'est la première fois, parce que tout à l'heure, il y avait une photo qui s'affichait, je sais plus si c'était au Golden Globes, mais c'est la première fois qu'en France, ils vont aussi être les trois au même endroit Ah à oui. un instant T. Quoi. De dire, on a De Niro, Scorsese, DiCaprio au même endroit, au même moment, ça va être un truc assez unique. quoi. Cannes, je viens avec vous cette année. Je veux pas Moi, c'est obligé. Killers of the Flower Moon, qui sortira donc en salle le 18 octobre. Et que DiCaprio annonce comme un chef-d'œuvre. Et que DiCaprio annonce Mais non. comme un chef-d'œuvre. Alors déjà, de quoi ça s'agit juste Ce drame historique revient sur l'enquête du FBI concernant les meurtres de plusieurs membres de la tribu indienne d'Osage, je sais pas comment on dit, en Oklahoma, assassinés après avoir trouvé du pétrole sur leur terre dans les années 20. J'ai Ça bien sera bon. scorsésien. Et Hein. apparemment, c'est une histoire assez sordide. C'est Ouais. tiré d'une histoire vraie, c'est assez crado. J'imagine que tout le monde est un peu hype sur le plateau, pas la peine de faire un Ouais, tour de parce qu'on a table. accroché là-haut, laisse tomber. Des tours de On lustre. fait des tours de lustre, on est connus fous. Et tu me disais, Napoléon, il y a une date de sortie Le 22 novembre en France. 22 novembre prochain. Eh ben, dis donc. J'ai Ouais. 2 news encore. Oh, bah, Ah. t'es blindé Ah, mais aujourd'hui, je suis dû. C'est blindé. Non, mais ça n'arrête pas en ce Ça moment. n'arrête C'est pas, un peu ouais, une c'est grosse- écoute. Ah non, 3, pardon, 3. Eh bah, allez, Eh, les 4, c'est pour moi. C'est le mec, on a envie. Bah, la quatrième, c'était Napoléon. Tiens, Ah bah voilà. voilà, tiens, voilà. Je vais vous parler MCU. Ah, là, il est déçu. Passe direct à Napoléon. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, parce qu'il y a eu un nouveau trailer. Encore une fois, on peut le mettre en fond. On va pas se le faire en entier. C'est celui de Secret Invasion. Donc, c'est Ah sur oui. Disney+. Oui, ça va, ça. C'est diffusé le 21 juin et on y retrouvera bien sûr Samuel Jackson qui reprend son rôle de Nick Fury, ainsi que Cobie Smulders, Olivia Colman, Emilia Clarke ou Martin Freeman et bien d'autres. Pour moi, c'est la seule série du Disney+ MCU que j'attends. Et c'est la seule que j'attendais, même de base. C'est-à-dire que, voilà. Donc, je suis assez content du trailer de ce qu'ils ont montré. On rappelle que les Skrulls, et pas les Skrulls, hein, je me suis fait déjà avoir, les Skrulls, des extraterrestres métamorphes, ont infiltré en secret la Terre, et ce depuis des années. L'un d'eux, Talos, va malgré tout s'allier à Nick Fury pour essayer d'empêcher l'invasion secrète, Secret Invasion. La série s'inspire donc des thrillers d'espionnage, de la guerre froide. En référence sont aussi évoqués par le producteur Jonathan Schwartz, The Americans ou Homeland. Qu'est-ce qu'on en pense autour du plateau ?
Eh ben, on en pense qu'avec cette belle description que tu viens de nous donner, moi, ça me donne envie. En tout cas, je suis pas à fond dans toutes les séries Marvel qui sortent sur Disney+. Moi, j'ai beaucoup aimé Loki et j'ai hâte de voir la saison 2. Mais pourquoi pas moi, je suis une grande fan d'Homeland, donc j'espère que ça sera au niveau de leurs espérances. Et j'aime beaucoup Olivia Colman aussi, donc je pense qu'il y a, pareil, des petites planètes qui s'alignent à voir si ça fonctionne ou pas, mais j'irai regarder, c'est sûr. Je suis assez rassuré après ce premier teaser de la qualité de production qu'on peut observer. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas dans une série avec le fond volume à la con. On a vraiment de la mise en scène, des envies, en tout cas, de cinématographie. Et ça, c'est ce que je voulais vraiment cocher la case pour me dire. Surtout qu'on peut être un peu inquiet parce que Secret Invasion, dans les comic books, c'est tout un arc qui s'est poursuivi. En fait, c'est un gros truc. C'est un énorme truc. Ça aurait pu être une phase entière du Marvel Cinematic Universe. Quand on dit on va en faire une série avec surtout Nick Fury. C'est peut-être l'ouverture. Après, c'est peut-être ça aussi. Ça peut être ça. Donc, quand tu dis ça, tu dis bon, c'est peut-être la version cheap. Et après, évidemment, ça va être beaucoup plus contenu que l'étaient les comic books. Mais au moins, déjà, ça leur évite de faire revenir Downey Jr., Chris Evans, enfin, de faire tout n'importe quoi. Donc, ce qui est déjà une bonne chose. Et là, tu sens qu'ils ont l'air d'avoir trouvé quelque chose de potentiellement assez palpitant pour adapter cette histoire à leur sauce. Jadis, on sait que le MCU, c'est pas trop ta cam, mais là, on est sur plutôt de l'espionnage, du thriller. Mais évidemment, et comme dit Jus, il y a l'inspiration Homeland. Moi, j'étais fan d'Homeland, j'ai tout regardé. C'est là que j'ai découvert, comme beaucoup de gens, je pense, Damien Lewis. Et oui, c'est peut-être une des rares fois où je suis bien chaud. Il y a le petit Samuel Jackson en plus qui régale. Donc, ouais, franchement, ça prend une direction qui est justement un peu plus différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Au moins, ça, j'aime bien. Les séries tentent un peu plus de choses. Ouais, ça se renouvelle. Ça tente de se renouveler un peu. Films qui se ressemblent tous, les séries, c'est pas toujours réussi, mais il y a au moins des tentatives d'aller dans un genre, dans une direction. Il y avait Moon Knight, moi, que j'avais la moitié, j'avais bien aimé. Alors moi, j'aime pas Moon Knight, mais au moins, il y avait un truc différent. C'était nouveau, tu vois, et après, bon, c'est un peu parti. Il y a quand même un truc, c'est que Bob Iger, depuis qu'il a repris la tête de Disney, il a mis dans le placard à archives, en cryogénisation pour une date indéterminée, la plupart des séries annoncées. Il en a gardé 2 ou 3, dont Loki saison 2, What If, je crois, et ça. C'est-à-dire que tout le reste, c'est... Et après, c'est pas plus mal, parce qu'on en est arrivé quand même à ce qu'avant, on était passé de 3 films Marvel par an à un Marvel tous les 1 mois et demi. Alors évidemment, en fait, en termes d'événements, tu casses le truc et puis les gens arrivaient plus à suivre. Et puis surtout, ils étaient beaucoup moins bien. Déjà aussi, au-delà de la qualité, voilà. Mais ça s'en ressent là sur le box-office Marvel de ces derniers mois. Ant-Man, c'est un bide, je crois. Je pense que c'est pas... Je sais pas si on peut dire un bide complet, ça reste en Marvel. Oui, voilà, je pense que c'est relatif, mais... Pour un Marvel, c'est un bide. Pour un Marvel, oui, voilà. Surtout, l'embêtant, c'est que ça commence à énerver les fans. Ouais. Voilà. À la limite, tu vois, si tu dis, t'as perdu une partie du grand public qui dit ça devient trop compliqué, machin, mais en fait, les gens qui étaient Marvel hardcore qui disent ça commence à être un peu pénible, tout ça. Tu même se rends compte que voilà, c'est pas ouf. Donc c'est pas super. Donc là, s'ils arrivent à redresser la barre, c'est pas mal. Et alors, du coup, une série comme ça, est-ce qu'il va prendre le temps, monsieur le rédacteur en chef? Ah oui, moi, ça m'intéresse vraiment, déjà parce qu'il n'y a pas le mot multivers. Et ça, c'est quand même un bon signe. Il y a métamorphe, il n'y a pas de multivers. Donc les métamorphes, j'accepte. Voilà. Donc non, ça a l'air assez prometteur. Et Maximilien m'en avait déjà parlé. Je sais que l'arc Secret Invasion peut être hyper intéressant. J'ai l'impression qu'en fait, dans tout ce qu'ils ont fait en série, c'est un peu... ça peut être un peu le même équivalent en termes d'événements qu'a été Infinity War en termes de... Même si je pense que là, ça ne sera pas lié aux autres séries, mais en fait, tu dis, ah ouais, là, vous avez enfin votre événement du médium sériel, quoi. Donc peut-être que ça peut enfin être le gros truc que Marvel attendait. 2 autres news, on va les faire rapidement. Oh my God, it's happening. Shrek 5. Shrek, ça y est. Shrek 5 devrait enfin se concrétiser. Les négociations en cours avec le casting original. Le producteur Chris Meledandri, derrière le Chapeauté 2 notamment, pousse pour que la saga de l'ogre vert reprenne vie. Les négociations avancent avec Mike Myers, Cameron Diaz et Eddie Murphy. Pour rappel, il y a Antonio, j'espère. Alors, sans doute, mais pour l'instant... De toute façon, lui, il a déjà fait le Chapeauté 2 récemment. Mais il n'y aura pas le chat de Cameron Diaz, c'est étonnant parce qu'elle est quand même... Elle a arrêté le cinéma depuis longtemps. Pour rappel, le Chapeauté 2 nous laissait à la fin sur un retour probable de Shrek.
Et le film a récolté 450 millions de dollars. Alors moi, plus qu'une suite, j'aimerais surtout un bon film. Ouais. Bah, si c'est un bon film comme Le Chapeauté 2, on est pas mal. Ouais. Parce que le 3 est. Je me demande si. 4, Pardon. Non, je t'en prie. C'est-à-dire, depuis le 2, je suis déçu à chaque fois. S'ils vont changer de style d'animation, justement, parce que quand on voit les différences visuelles entre le Chapeauté 1 et le Chapeauté 2, Ouais, c'est qui aussi participent, je trouve, au charme du Chapeauté 2, Ouais. je me demande s'ils vont réussir à créer quelque chose peut-être de nouveau, à démarrer une nouvelle identité visuelle, qui ne serait pas très différente non plus, mais qui apportera quelque chose d'un peu novateur, comme les Spider-Man, justement, comme... ou les Bad Guys, ou ces films-là, justement, qu'on a vu récemment. Les DreamWorks vont dans ce sens-là, donc ce serait bien. Mais c'est surtout, moi j'avais vu une news comme quoi ce serait peut-être centré sur LAN, en particulier, mais peut-être que... Apparemment, Eddie Murphy voulait. C'est ce qu'Eddie Murphy voulait. Ouais. Il a déclaré. Mais apparemment, il y aurait les deux qui seraient possibles. Ouais. Ouais. Moi, je pense que s'ils trouvent la bonne histoire à raconter, qu'ils ont les bonnes idées et qu'ils font un peu table rase, parce que je crois que vraiment les derniers, moi je suis même pas sûre de les avoir tous vus. 3 et 4. Pourtant, Je les j'adore mélange les un 1 peu, et 2, moi, je suis une grande fan, mais... Les derniers. Le 3 était vraiment un énorme ratage. Ouais. Alors, le 3, 4, c'est Avec le roi Arthur, Ouais, ça, c'est très le mauvais. 4, Le avec une 4 histoire un de peu- famille, le 4 avec est un peu mieux, c'était mais dans un ouais. univers parallèle Mais où... Les vrais, c'est 1 et 2. Bah, bien sûr. Mais le 2, Mais pour moi, et le 2 est vraiment Le 2 est incroyable. bien au-dessus du 1. Le 2 est J'adore le fabuleux. 2 en compétition à Cannes aussi. Ouais. On a Ah un ouais. peu Ah oublié. ouais. Le 2 est en compétition à Cannes Mais non. et c'était Tarantino le président. On aurait pu avoir un truc fou. Meilleur Palme d'Or, Shrek 2. Ah, bah ouais. Shrek 2. Et pourquoi Après, pas le seul truc embêtant, après, je sais pas si c'est ta dernière news ou pas, mais Non, il m'en reste une. ça tombe le. Non, mais si ce que je vais dire va être ta dernière news, mais ça tombe le jour où ils annoncent Vaiana live, Ah non, c'est pas ça. Lilo et Stitch live. Et au bout d'un moment, on peut inventer un nouveau truc là, parce On qu'en dirait fait, on dirait qu'ils se répondent. voilà, en fait. ils ont annoncé qu'ils faisaient Dragon live, donc là Ah oui, maintenant ça, ils font c'est Shrek 5. Au bout d'un moment, tu fais à force d'essorer les côté, licences, là, on sait qu'il y a tout un nouveau public qui va les découvrir, donc pour qui ce sera nouveau. Mais les gens qui les mangent depuis un moment, ils ont envie de voir des trucs L'argent nouveaux. facile. Alors, ce n'est pas une adaptation La dernière live, news, mais la dernière news est mais j'ai un complètement la même. remake Mais voilà. sur HBO. Un remake, selon Deadline en tout cas, HBO Max serait en bonne voie pour finaliser un accord avec J.K. Rowling Ah bah oui. pour lancer une nouvelle adaptation des livres Harry Potter. Mais non. Donc elle serait productrice mais pas scénariste du projet et chaque saison devrait être consacrée à un des bouquins. Donc c'est une série télé Ça, de c'est la- 7 saisons en projet. Ça, c'est. Alors, je suis pas forcément emballé par le projet, mais l'idée d'avoir une saison qui fait un livre, moi, c'est c'est quelque chose que j'aurais aimé voir quand Netflix avait décidé d'adapter Resident Evil, avant de le faire avec les pieds. Et tu te dis, bah, tu prends une saison égale un jeu, donc comme ça, tu as des personnages qui viennent et qui reviennent, tu peux avoir un truc assez costaud. Ils ont fait n'importe quoi. Là, cette idée d'avoir vraiment une structure qui est déjà définie et qui est assez claire, bah, ça peut être bien. Et en plus, quand tu lis les livres, quand même, c'est quand même hyper addictif. Il y a, Tu peux finir sur des beaucoup de coupes. cliffhangers. Ouais. Mais tu peux finir sur des cliffhangers aussi Ouais. à chaque épisode. Paul, ce serait peut-être l'occasion de nous faire un petit sondage, peut-être. Et Je sais pas si tu as la possibilité. Qui va jouer le. Alors ça, par contre, ça, Est-ce voilà, qu'on le en a casting, envie là, ça va être de compliqué. cette J'espère que le adaptation? gosse, il Oui, est bien non, un prêt. peu, pas beaucoup, tout ça. Là, le casting va être compliqué. Ah ouais, à mon avis, la vache. Par contre, en fait, c'est parce que je pense que moi je suis d'accord, le format sériel, c'est peut-être la meilleure façon d'adapter Harry Potter aujourd'hui, comme Last of Us, une série était le meilleur moyen d'adapter cette histoire-là. Parce que aussi, ça va donner plus de place aux autres personnages. On sait que les films, ils étaient vraiment du point de vue d'Harry Potter et de son parcours à lui. Là où, justement, les films faisaient des fois des coupes et torchaient des pans entiers sous forme de flashback de 45 secondes auxquels tu comprenais rien si tu n'avais pas lu les romans. Là, la série pourra se dire, bah, tiens, on va faire un épisode dans le passé ou un épisode à côté. En fait, le format permet vraiment de faire plein de trucs. Par contre, est-ce que ça arrive pas trop tôt Peut-être qu'il aurait fallu attendre encore 5 ou 10 ans, le temps qu'on oublie peut-être l'ancienne saga. C'est peut-être juste un poil tôt, quoi, je pense. Et par exemple, pour le casting, aussi bien les 3 héros que les rôles secondaires, Ça va être costaud. il va falloir y aller. Hein. Ouais. Ça va être super chaud de passer après Alan Rickman, Maggie Smith, tous ces acteurs-là. C'est qu'un projet là, il n'y a pas de date de tournage, quoi que ce soit. Non, je crois que c'est en donc, cours de c'est développement. Ça peut Ça a prendre des été, années. Ils en ont parlé aujourd'hui, mais je Il crois commence que à s'entendre pour que ce soit officiel. tu Ouais, vois, c'est- réfléchir Oui. pour que ça soit ok. c'est pas fait encore. Hein. Oui, il y a le temps. Je mets le temps. Pour l'instant, donc il y a un petit sondage. Est-ce que un remake d'Harry Potter en série, ça vous botte? Oui, 26%. Non, 41%. Faut voir, 32%. Ok. Donc, vous voyez, c'est pas, Ouais, c'est pas ouais. tranché. Hein. Bah, ils veulent pas qu'on touche à l'œuvre originale. Hein. Je comprends. Laissons un petit peu pour. On peut Mais- laisser les choses tranquilles aussi. On peut créer de nouvelles choses. Hein.
n'ont pas envie d'engager des scénaristes pour écrire des choses qui n'étaient pas dans les bouquins, par exemple, parce qu'on en parlait souvent ici de toute la génération des parents, en fait, d'Harry à l'époque et tout ça. Et ça aurait pu être une piste aussi que de faire plutôt une série en découvrant de nouveaux personnages et de nouveaux. Enfin, là, on connaît vraiment. Typiquement, si ça marche, tu vois, ils font leur 7 saisons, ça fait un mouvement à la goth. Pourquoi pas. Après, et derrière des spin-offs, etc. Ça permettrait en fait à chaque fois de lier l'histoire d'Harry Potter à l'univers et surfer sur Hogwarts Legacy. C'est-à-dire qu'en fait ça se passe avant, mais tu as des personnages qui sont quand même ancrés, enfin qui sont quand même liés aux héros. J'aurais bien vu ça pour la sortie de Hogwarts Legacy 2, que la série sorte en même temps. Écoute, pour l'instant, c'est en phase de fin de négo, mais c'est pas encore là. En tout cas, HBO, si jamais ça se fait, on sait que ce sera bien produit. Oui. Moi, il y aura je pense que pour une licence comme ça, ils vont mettre les moyens en plus. Oh là, dis donc, ça balance. Allez, ça balance. Ça balance. C'est tout pour les news. Mais Napoléon, c'est mec alors. Tu m'avais promis Napoléon, merde. Voilà, Napoléon au cinéma, le 22 novembre. Très bien, allez, c'est bon, merci. J'ai ma news. Je suis content, j'ai ma news. C'est tout pour la sélection de news du jour. Évidemment, il y en a plein d'autres. Il y a eu plein de choses qui ont pop ces dernières 48, ces dernières 72 heures. Donc n'hésitez pas à aller. Et depuis le début de l'émission, nous avons 5 news. 5 nouvelles news. J'avoue, les news, on s'est coiffé là. allociné.fr/news. Nous, on enchaîne avec un classique de l'émission. C'est le moment du côté sur côté. Et je vais donc vous lire un avis. J'adore ça. Plutôt à contresens. À contre-courant, qu'on a relevé sur allociné.fr. Et déjà, il faudra à la fin de la citation me dire qu'est-ce que c'est comme film ou comme série, et puis voir si vous êtes plutôt d'accord au final avec cette analyse ou pas du tout. Et ben, je vous propose aujourd'hui, évidemment. Je te laisse finir, hein, évidemment. Et c'est toujours au même moment que ton ordi coupe. C'est incroyable. Très étonnant. J'ai été déconnecté du runner. Ça y est, c'est la fin. Moi, je pense qu'en fait, c'est Paul, l'auteur de ces critiques, et il veut pas que tu les lises en direct. Vous avez aucune preuve. Si, on a celle-ci. Voilà. Alors, j'y suis, j'arrive. Je reviens. Voilà. Les news, salut, allez au ciné.fr/news, c'est super. On a une date sur Napoléon. Jingle. Et 10 nouvelles news depuis le début de cette émission. Ok, c'est bon, j'y suis. Et là, je vous ai éclaté les oreilles, pardon. Un bon film de bof avec des scènes de combat à rallonge, une balistique aberrante et un jeu d'acteur juste ridicule. Le seul intérêt du film est le semblant de scénario qui aurait sûrement fait un bon livre, mais la réalisation vient balayer tout ça. Ne perdez pas 2 heures pour ce classique. 2 heures de perdu, quoi. Ouais. Je connais. Donc un film de beauf, ça peut pas être Matrix. Moi, genre. Il est question de balistique. Ah non, mais c'est John Wick 4. Matrix. Hein? Allez. Qui a écrit ça que j'allais le monter Moi, en j'ai l'air? pensé à John Wick et j'avoue. Une étoile. Le scénario plus beauf. Moi, c'est scènes de combat à rallonge qui m'ont fait penser à John Wick 4. Mais pourquoi beauf, Matrix? Parce que t'as la grosse musique hardcore derrière, donc je me suis dit peut-être Ah, que parce que c'est pas populaire, beauf. quoi. C'est Morpheus qui lâche une caisse, ouais, ce serait beauf. Voilà. Oui, mais pour Bah nous, oui, non. c'est ça, c'est Mais que ça. beauf, ça me fait pas penser à Matrix. Oui, mais alors, moi j'ai vu Franck première Dubosc en question. slip quand j'ai dit. Matrix, un film de bof? Non, pas du tout. Absolument pas. Révolution, je l'ai vu 5 fois au ciné, à Saint-Jean-de-Luz. C'est un de mes films préférés, donc évidemment. Ou alors je suis beauf, après c'est aussi Non, mais question. Qu'est-ce que le film de beauf? Parce qu'il peut peut-être définir un petit peu. Il y a Franck Dubosc en slip. Tu vois 3-0 d'Antoniente, peut-être un peu plus. Alors, mollo sur 3-0. Donc c'est quoi les codes du film de beauf? C'est vulgarité, c'est facilité scénaristique, c'est personnages un peu trop intenses. En gros, c'est Ali G. C'est une sorte d'Ali G un peu moins raffiné. Bon, déjà. Non, mais du coup. En même temps, film de beauf, généralement, ça a trait à l'humour. Matrix, c'est pas pour son humour on s'en souvient. Non, on se spoil quand même. Il y a des petits moments, des petits moments décalés. J'en suis non plus, je comprends pas. En fait. Bon, a priori, donc là-dessus, on n'est pas d'accord. Des combats à rallonge. Est-ce qu'il y a trop de combats dans Matrix, Johan? Non, j'ai pas l'impression, parce que chaque scène est absolument mémorable. À la rigueur, Matrix 2, et encore, je les trouve pas non plus à rallonge, parce que... À la rigueur, le 3. On pourrait peut-être dire ça éventuellement de celle de l'autoroute ou celle contre les 100 agents Smith dans le 2. Oui, dans le 2, mais... Même ça, c'est magnifique. Avec les 100, elle passe bien. Mais c'est vrai que si t'aimes pas les combats, faut pas y aller, quoi. Voilà, c'est ça. Ils peuvent te paraître à rallonge si tu vas voir Matrix, mais dans ce cas... La scène de Trinity est pas longue, la scène de gunfight dans le lobby dans le métro, peut-être, la scène de fin dans le métro, et encore... Il reste pas très longtemps. L'entraînement avec Morpheus, quand tu revois, il n'y en a pas tant que ça. Alors qu'un sondage s'affiche sur l'écran des gens qui nous regardent sur Twitch en direct. Beauf ou pas beauf? Matrix côté ou sur côté? Voilà, pour l'instant, on est à 85% pour côté. C'est-à-dire qu'il mérite son succès quand même. Les gens sont censés. Est-ce que le côté beauf
de la critique. Après, je sais pas, parce que la personne qui ne regarde peut-être pas l'émission n'aura peut-être pas la réponse, mais c'est pas pour le côté genre. Parce que Matrix, c'est un film qui a quand même très 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 peu vieilli, à part les looks qui vraiment font fin années 90. Ah bah Cyberpunk, oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas beauf. Même ça, c'est pas beauf, c'est pour C'est ça. pas bof, c'est On daté. peut dire que c'est daté. Moi, je te dis, c'est peut-être bourrin ou la musique derrière, mais c'est impossible. Franchement, on peut comprendre toutes les critiques. C'est pas un film, Mais c'est beauf. bourrin. Mais c'est Moi, impossible. C'est ma impossible de théorie, dire ça. c'est que c'est cette personne qui est beauf. Oh, Et que pour cette personne qui a pas du tout les mêmes grilles de ce qu'est la beaufitude que nous, il pense que les non-beaufs sont potentiellement beaufs. Et que cette personne a lâché un row en écrivant cette critique. Mais oui, Est-ce exactement. Est-ce que le jeu d'acteur est mauvais de Genius dans Matrix? Alors, il y a des trucs à dire. Il y a des trucs. Attention. Ouvrons le dossier Keanu Reeves. Matrix, j'ai vu 152 fois. On peut pas critiquer. 153. T'as oublié la fois où t'avais commencé un soir et Oui, tu l'as relancé après. C'est vrai, dans 53 et demi. T'as vu c'est une révolution au niveau du film science-fiction. Au niveau des combats, il y a des films d'action. Voilà, tout est magique dans ce film. Après, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Mais il y a des scènes de jeu. Peut-être que Keanu Reeves est un poil léger sur certains trucs. Et encore, il est moins mauvais, enfin, il est même plutôt bon par rapport à des films récents, genre des John Wick 4. Voilà. Même dans Matrix 4, Ouais, il est un peu après, border. Ça reste quand même Candide au pays des robots, quoi. Enfin, je veux Voilà. dire, Ouais, il bien joue sûr. Candide au pays des robots et il le fait pas trop mal. Enfin, Non, je veux dire, il il fait a bien. pas besoin d'une palette non plus. Non, mais tu vois de Cypher, nuances, ou tu vois Morpheus, ou tu vois l'agent Smith, Oui. qui sont vraiment, qui se démarquent absolument. L'agent Smith, il est fabuleux. Keanu Reeves est un petit peu là, mais personne joue Après, mal. c'est un super acteur de Oui, film Carrie d'action. Moss, C'est un bien super aussi, acteur d'action, mais c'est vrai que par rapport à John Wick, où il a vraiment 200 mots, il a mono-expression. Le mec qui joue Cypher, Cypher, j'aime bien. Le moi. Pantoliano, il joue le- ouais. Moi, Le commissaire dans Bad Boys. il cabotine un petit peu peut-être. Oui, Oui. Bah, il s'est marqué Oh. méchant sur son front, mais Oui, voilà. bon. Flash, quoi. Attends, quand il parle du steak caché, il est pareil, mais pourtant il est savoureux dans ma bouche. Non, je suis désolé, c'est excellent. Incroyable scène. Incroyable scène. Je profite d'avoir une scénariste autour de ce plateau. Alors, parce qu'il y a des trucs à dire. Alors Matrix, mauvais scénario? Oh non, je trouve pas du tout, Magnifique. moi. Pour le coup, ça m'emporte. Enfin, j'en ai un souvenir de premier visionnage où je suis en train de me demander ce que je suis en train de regarder et où je trouve ça incroyable. Il y a une plongée dans un univers, les persos, ils sont attachants. Je trouve pas que ça soit un mauvais scénario, non. Est-ce que pour toi, tout tous, parce que ça, c'est fabuleux, est-ce que pour toi, tout se rattache et que tout, au final, tout concorde? Dans les trois Non, non, dans le premier non, sinon, dans les trois. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je précise. Ouais, non, c'est. On parle du dans le premier. premier, On le- parle du premier là. Ouais, 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 ouais. le premier, non, je le trouve très cohérent Ouais, ouais, c'est et bien. pour le coup, je trouve que les règles de l'univers sont assez complexes pour arriver quand même à nous les faire comprendre à nous Ouais. spectateurs et à nous immerger dans le film sans qu'on ait l'impression d'être devant une machine à vapeur on qui te prend pour des va à cons, toute ouais. balle, quoi. Et on fait un petit coucou à tous les viewers et viewers de Altis Play qui viennent de nous rejoindre. Et tout mon oreille Bonjour. aujourd'hui. Venez soutenir Matrix avec nous. En tout cas, à 89%, les gens qui nous regardent trouvent que Matrix mérite son succès. Quel film. J'ai une dernière question, je vais me tourner vers toi Max. Oh. C'est une mauvaise réalisation Matrix? Ah bah, alors, surtout pas. S'il y a vraiment un truc que tu enlèveras pas On au parle du film. premier, attention. Ouais, même deux. les Non, 4. mais- Enfin, les 4, tu peux pas. Peut-être, bon, le 4, ça se discute peut-être plus parce que Oui, moi, c'est j'ai dit une les approche trois, j'avais différente. oublié qu'il y a eu le quatrième. Mais 1, 2, 3, franchement, c'est Oui. assez bluffant. Et moi, je me souviens, j'ai présenté en fait une séance de Matrix récemment, là, au mois de décembre, en posant alors, la question absolument pas originale, mais de qui n'a jamais vu Matrix, qui ne l'a jamais vu en salle. Et il y a beaucoup de gens, la quasi-totalité en fait, ne l'avaient jamais vu en salle. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient vu le film, ils étaient venus le revoir. En plus, il faisait quand même très froid ce jour-là. Donc tu sens qu'il y a un truc en fait Je crois que qui je l'ai marche pas vu en encore salle, hein. chez les. Je l'avais vu en VHS Ah, moi, je l'ai découvert quand en salle. j'étais Je me gamine. suis hein. une tarte Chaque fois, monumentale. chaque fois. C'est un truc. C'était quoi, 99 99, ouais. C'est ça. Moi, je m'attendais à un Johnny Mnémonique, tu vois, un truc comme ça. Exactement. mais Et, moi aussi, tu mais vas pareil, le voir au ciné, oui. tu fais wow, oh non, c'est autre chose. Ah non, mais C'est, c'est exactement comme toi. Non, c'est hyper bien réalisé. Et en plus, alors, c'est les Wachowski avec le concours de Yen Wu-ping, donc un chorégraphe venu de Hong Kong, Ouais. qui après a travaillé sur Tigre et Dragon notamment. Et donc, Fabuleux. tout est bien fait. Les scènes de combat, ce qui marche bien, en fait, c'est que c'est des plans très longs où tu vois que les acteurs sont en train de se battre, que vraiment c'est des chorégraphies et pas des fois où tu coupes pour montrer que les acteurs ne savent pas se battre. Genre Mortal un film Kombat 12, enfin Mais le voilà, dernier là. ou un film de Steven Seagal où de dos c'est un gros portoricain avec des cheveux longs où tu vois que c'est pas du tout lui. Clairement, là tu vois que les acteurs ont vraiment répété, ils se sont battus, que la mise en scène a été pensée. Ils ne se sont pas dit on va gérer ça au montage pour cacher les doublures et quoi que ce soit. Non, vraiment la mise en scène, même la mise en scène, c'est aussi la façon de raconter l'histoire. Dès la scène d'ouverture, t'es attrapé et il te relâche que à la fin pendant le générique de fin. C'est rare qu'un film ait autant de scènes plus que culte, c'est qu'un film qui sort dans la pop culture comme ça. C'est-à-dire que Mais chaque vois scène du film, tu vois une photo, tu vois une photo. reconnais. La pilule, Trinity qui reste bloquée, Neo qui saute. Le grain de l'image, hein. Neo, hein La colorimétrie aussi. hein. Tout est fabuleux. Pour moi, c'est vraiment pour notre génération ce qu'avait vécu la génération du premier Star Wars en 77. C'est-à-dire un truc qui arrive de nulle part, qui mélange plein d'influences, mais pour créer un univers original.
et qui te met une tarte où tu sors, tu te dis, j'avais jamais vu ça auparavant. Et vous disiez beauf, mais ce film, en plus, il est plein de messages. Plein de tournures philosophiques. C'est hyper bien vu. Ce film, il a 15 lectures. C'est pas qu'un film d'arts martiaux, les mecs qui se tapent dessus. Non, c'est tout le contraire. Hyper riche. Tout le contraire, putain. T'as vu quand j'étais. Moi, je me souviens que même en philo, mon prof en terminale nous avait fait, pour nous faire le mythe de la caverne de Platon, nous avait fait regardez Matrix, on en parle après. Donc, j'avais un très bon prof de philo en même temps. Non, mais il y a beaucoup de profs de philo effectivement qui font ça. Du coup, on est d'accord qu'on aime ou qu'on n'aime pas Matrix pour dire que film de bof, ça marche pas. Ouais, tu peux ne pas aimer les scènes de combat comme on disait. Non, mais en plus, tu peux dire que ça ne te plaît pas. Et je pense qu'il y a plein d'arguments si tu as vraiment envie d'expliquer pourquoi. Mais film de beauf, je comprends pas trop, quoi. Et c'est peut-être le côté populaire aussi, le fait que le film ait touché autant de gens. C'est pas Max Pécasse, tu vois, par exemple. Hein, ah non. J'aimerais bien voir. C'est une bonne tagline pour s'y ressortir des affiches. Matrix, c'est pas Max Pécasse. Si vous connaissez pas Max Pécasse, les bidas. Rendez-vous sur M6 pendant l'été. Là, pour le coup, regardez M6 en deuxième partie de soirée, pendant les soirées. Moi, j'aime bien. Merci beaucoup. C'était donc ce côté sur côté dédié à Matrix 1. On enchaîne tout de suite avec le dossier de la semaine. On va parler blockbuster made in France. Et oui, puisque cette semaine, on le verra en fin d'émission, dans le journal des sorties, c'est la sortie des Trois Mousquetaires d'Artagnan, nouveau film. J'ai vu ta main. En fait, c'était pour... parce que l'angle était sur toi, on voyait juste une main. Vous êtes pas ras le cul de foirer mes lancements, là C'est donc la sortie des Trois Mousquetaires d'Artagnan, premier épisode d'un autre diptyque. Et ça nous a donné envie de parler des blockbusters à la française. Est-ce que c'est forcément pas là où on l'attendait ? Est-ce qu'il y a des trucs, le fameux French Touch joue-t-il aussi au cinéma ? C'est toutes les questions qu'on avait envie de se poser. Déjà, première question, ces Trois Mousquetaires, est-ce qu'on peut considérer que c'est un blockbuster ? En fait, c'est toujours compliqué, ce que je sais. Donc, nous, on a fait une projection pour le club Allociné, et la question a été posée de dire par Nanix. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est un blockbuster ? Et en fait, ça a bégayé. Non, c'est pas ça. C'est que dans l'étymologie, normalement, blockbuster, c'est après que tu le dis. C'est-à-dire, c'est le film qui a fait exploser le quartier. Le nom de blockbuster, c'est une bombe qui fait exploser le quartier. C'est-à-dire que les gens font la queue tout autour. Donc, et le premier blockbuster, c'est Les Dents de la Mer. C'est-à-dire un film qui, au départ, n'est pas forcément fait pour cartonner, et qui devient un carton et qui lance le concept même de blockbuster. Ça, c'est pas le budget qui a été mis dessus, c'est le résultat après. C'est le résultat après. Okay. Donc en fait, est-ce qu'un blockbuster, est-ce que tu t'auto-proclames blockbuster, ou est-ce qu'en fait tu dis juste c'est une super production et il s'avérera qu'en regardant les entrées, c'est un blockbuster. D'accord. Déjà, c'est une première question. Ouais. C'est juste on parle de quoi ? Je pense que le terme blockbuster, c'est galvaudé ces dernières années. C'est-à-dire qu'on l'utilise en amont pour présenter des films en disant le film blockbuster de l'été, alors qu'il n'est pas encore sorti. Exactement. Parce qu'on fait rentrer, et d'ailleurs, je crois même que si tu regardes la définition de blockbuster, c'est pas clair pour tout le monde. Moi, je la trouve très très bien, la tienne, justement, de se dire qu'on peut se le dire qu'après, et que ce truc de blockbuster très visuel fonctionne. Mais oui. Non, je termine, mais juste... Il veut la main aussi. Et du coup, forcément, on l'emploie pas au bon endroit, je exactement. pense. Maintenant, ça a été galvaudé, comme tu disais, parce que maintenant, c'est un film sur lequel on a mis de l'argent pour que, justement, il fasse péter le quartier. Mais ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai la définition du Larousse. C'est dans le Larousse, c'est blockbuster. C'est beau, ça. Production cinématographique à gros budget publicitaire, destinée à produire des profits records. Donc, du coup, c'est pas la même que la tienne. C'est un peu ça, ouais. Et dans ce cas-là, peut-être que Les Trois Mousquetaires est un blockbuster. Donc même si ça marche pas après, c'est destiné. Selon cette définition. Selon cette définition-là, oui. Donc du coup, oui. En tout cas, blockbuster, je ne sais pas, mais ambition internationale, c'est une évidence. Ah bah oui. Tu comprends un roman qui est... Parce qu'en fait, j'ai vu ça dans la boîte à questions, justement, où il y avait toute l'équipe des Trois Mousquetaires. Et en fait, Vincent Cassel disait que ça faisait 60 ans que la France n'avait pas adapté les Trois Mousquetaires. Il y a eu des adaptations. Il y en a plus de 70, je crois. C'est un truc colossal dans le monde entier. Assez récentes. Il y a eu celle de Disney avec Charlie Sheen et Kiefer Sutherland. Il y a eu celle de Paul W. Sanderson avec des dirigeables et Mads Mikkelsen qui malgré tout est bien. Est-ce que L'homme au masque de fer est une adaptation ? Oui, aussi, quelque part. Est-ce que le bossu avec Daniel Auteuil ? Non, mais il y a eu aussi un D'Artagnan
Avec Catherine Deneuve qui avec joue la Catherine reine. Deneuve et Jean-Pierre Castaldi qui joue un prof de kung-fu. On parlait de Matrix, il y a quand même des trucs. Mais en fait, ça fait 60 ans que la France, je me demande si c'est pas une adaptation avec Bourvil la dernière. Je me souvenais, quand j'étais enfant, je regardais une sorte un film en 2 temps, encore une Alors fois. après, oui, mais ça c'était le film de Richard Lester qui était un film anglo-saxon. Ouais. Après, je compte pas aussi La fille de D'Artagnan avec Sophie Marceau qui est une un adaptation spin-off. très libre. Oui. Et ni les téléfilms, le téléfilm Milady avec Ariel Dombal, ou le téléfilm avec Emmanuel Béard qui était un ninja. Ça, c'est pas compté dedans. Mais au cinéma, il n'y a pas eu de film Les Trois Mousquetaires français depuis 60 ans. Et c'est tout le reste, c'est les États-Unis qui s'en sont emparés à chaque fois. Ils prouvent la portée internationale. Mais c'est vrai que c'est une œuvre qui est prolixe. Je t'avais dit que j'en ferais. Oh, Je t'avais dit. c'est un personnage de Astérix. Aussi, c'est aussi, oui. Puisqu'il y avait aussi des dessins animés quand on était enfant. Avec les chiens. Il y a celui avec des chiens humanoïdes, anthropomorphes. Albert le cinquième Il y a mousquetaire. Albert le cinquième mousquetaire. Il y a aussi incroyable. Sous le signe des mousquetaires. Pistolet à spaghetti à la bolognaise. Ouais. hein. Alors qu'il n'est pas dans le film, malheureusement, je suis assez Oh. déçu. Donc du coup, cette adaptation, on Mais va moi, pas je suis faire. dispo s'il faut faire un live action de Albert le cinquième mousquetaire. Je suis scénariste et je suis partante. Voilà, je vous le dis. On va pas faire en tout cas un débrief des Trois Mousquetaires. C'est pas le sujet du jour et surtout, il sort demain. Et on va pas spoil le film. Mais Après, Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, après, c'est un roman. Il y a une Ouais. énorme ambition derrière le film. Complètement. Il y a les moyens de la réaliser. Il y a cette les moyens de émission. la réaliser, puisqu'en gros, c'est un budget de 72 millions d'euros, donc divisé en 2 films. Donc là où Astérix avait par exemple 65 sur un film, là c'est 72 sur 2 films. Paul nous a préparé le top des films français les plus chers. Les plus chers, mais en tout cas, voilà, il se situe pas mal. Et en fait, en adaptant donc non seulement cette œuvre qui a quand même une résonance internationale, en prenant ce casting avec notamment un Vincent Cassel qui a déjà les pieds à l'international, Eva Green qui est déjà connue à l'international, en ayant une approche modernisée, parce que c'est plus une approche presque westernienne de cette histoire. Il y a toutes les cases sont cochées pour dire non seulement c'est pour la France, mais ça doit aller au-delà. Ouais. Personnellement, c'est surtout que j'y ai vu de l'envie de faire quelque chose qui tienne la route. Oui. Contrairement à j'ai un gros budget et je fais un casting XXL, mais je raconte pas grand-chose, ce qui a pu arriver plein de fois et on va en parler, je pense, après. Mais là, il y a je trouve quelque chose un peu d'honnêteté. Voilà. Sincérité. Ils avaient un peu raté le début de leur promo parce qu'ils avaient publié une espèce d'affiche avec plein de chiffres, genre 12 000 repas, 40 000 cascadeurs en fait, et ils se sont un peu fait taper sur les doigts. Et là, maintenant, dans la promo, ils mettent vachement en avant le fait que tout a été tourné en dur, donc en France, dans des décors réels, avec des vrais costumes, enfin, et ça se ressent vachement. Et là, en fait, on retrouve justement cette envie de faire les choses bien. De vraiment, Après, peut-être que des gens vont dire que le film est peut-être trop soigné, trop scolaire, mais au moins, tu sens que ils prennent pas ça à la légère en disant avec quoi on pourrait se faire de l'argent, tiens, ce truc-là qui n'a pas été fait. Ils se disent il y a un vrai truc à faire. Même ils le modernisent un peu parce que l'histoire tourne autour de guerres de religion qui n'étaient pas dans le livre. Donc il y a vraiment du soin qui a été mis partout dans les costumes, les décors, dans l'écriture, la mise en scène, le casting aussi. Enfin voilà, le casting, tu sens que ça a été fait minutieusement. Pour le coup, moi, je l'ai pas encore vu, donc je peux pas trop me prononcer. Mais déjà, si le défaut c'est que c'est trop soigné, c'est plutôt cool par rapport à beaucoup d'autres trucs et se dire que déjà le film est soigné, moi je trouve ça assez rassurant. Oui, puis magnifique. Comme tu dis, c'est une bonne chose. Il est soigné et magnifique. Du coup, je vais partir du top 10, mais en commençant par le 10e. Je vais remonter, je vais vous faire un petit coup de quoi, Paul ? Oui. Tu lui fais deviner là ? Tu lui fais deviner ou pas ? Non, ben non. Je vais te donner le prix du film. C'est après le quiz. On joue au juste prix. Non, on va partir d'en bas et on va remonter comme ça. Donc 61 millions. C'est en quoi la valeur ? C'est des euros du coup ? Des euros, je pense. Ou des dollars ? 61 millions, c'est euros, je pense, oui. Bon, après, ça se voit à peu près maintenant. Mais... 61 millions, c'est en au Tibet. Ouais. Alors voilà, alors, tiens, justement la question de blockbuster. Est-ce que c'est un blockbuster ? Attends, mais tu parles pas que de français alors ? C'est un film de Jean-Jacques Hano. Franco, c'était une coproduction. C'est vrai. Mais là, pour le coup, parce qu'il y a ça aussi. Il y a peut-être Insaisissable qui va venir passer une tête. On considère Blockbuster un film qui a coûté cher, genre typiquement je crois que c'est Super Condillac de Danny Boone qui coûte 35 millions d'euros, qui pour une comédie est quand même beaucoup. Est-ce que ça veut dire que c'est un blockbuster ? Je pense pas. Oui, parce que t'as pas le salaire de Brad Pitt. Non mais voilà, c'est ça. Contrairement à 7 ans au Tibet. Et dans le chat, on dit, c'est ça que j'avais oublié que c'était lui qui avait réalisé. Mais dans le chat, on dit le boulet.
Le Boulet, c'était une grosse grosse production. Mais là, c'était peut-être plus un Mais- blockbuster selon la définition que Menro a donnée. Bah ouais. Oui, mais c'est que tout est relatif. C'est qu'effectivement, Ouais. pour une comédie française, un budget peut exploser et ne pas être au niveau des films qu'on va forcément citer là. Mais C'est ça. vu que les ambitions internationales, c'est rarement les comédies françaises, pour le coup, on peut. C'est exactement ça. Donc du coup, si j'avance, Arthur 2, 63 millions. Oh là. C'est des euros du coup, on a l'info. Ouais. Qui était tourné Arthur. sous forme de diptyque avec le 3, je pense. Donc en fait, c'est 63 divisé en 2, mais... Les Trois Mousquetaires de Paul Wes Anderson, on en parlait. C'est une coproduction française. Ah oui. 64 millions. Ok. Babylone AD, Ouais, ça reste horrible, mais il a voulu faire des choses. 64 millions. Dont on Arthur, vous conseille le making of. mais- Oui. plus que le film. Fabuleux. Arthur 1, 65 millions. Ah oui, Il y c'est a vrai. pas Valériane dedans? Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, L'Empire du Milieu. 66 millions. Ouais. Arthur 3, 68 millions. Ah oui, donc... Ah oui, non, c'est les deux. Ah oui, Arthur 3 est plus cher que... Bah, quand on dit Arthur 3, c'est Arthur et les Minimoys Ouais. Ouais, ok. Ouais. Non, parce que je me suis dit, merde, il y a une licence qui s'appelle Arthur et je sais pas ce que c'est. Non, c'est Arthur et les Minimoys. Ok. Minimoy ou Minimoy? Je sais pas. Et du coup, Astérix aux Jeux Olympiques, 80? 74. J'arrondis. Le Cinquième Élément, 75. 75, c'est élément, putain. Miraculous Ladybug, Non, mais 80 millions. Mais c'est ouf parce que c'est un film d'animation qui sort en juillet. Ça, je Ouais. trouve ça dingue qui coûte Attends. aussi cher que ça. Ladybug de. Non, pas de. Oui, Non. la super-héroïne en costume Rouge, ultra Ah oui. coccinelle. Non, c'est quoi le film de Jeunet? Sur celui-là, il faut qu'on vérifie. Big Bug. Oui, C'est bizarre, hein. Sur celui-là, il faut qu'on vérifie parce que quand on avait regardé avec Paul, on se disait, donc ça se trouve, c'est un film live. En fait, en vérifiant, parce que la bande-annonce a été dévoilée Ouais. hier, donc c'est un film d'animation, c'est officiel. Après, c'est Et 80 millions d'euros pour un film Après, il y a des films français, d'animation, mais à Hollywood Ouais. qui coûtent cher, genre des fois du 100 millions. Donc c'est peut-être une coproduction, mais ça me paraît bizarre aussi. J'ai Après, du mal à voir. croire que ça coûte plus cher Et que donc, le salaire des on a- Astérix. faut voir que ceux qui sont rentables. Ah, on a attention, roulement de tambour. On a un number one. 197 millions. Non, ça a coûté si cher. La Grande Vadrouille. Valérian. Ouais. Ah, j'avais dit Valérian. J'avais dit. Moi, je pensais que c'était un 90 millions d'euros ou un Ah non, truc comme ça. Valérian, Ah non. il a tout. Il a, Ah, il a un budget de Avengers en fait. et il a bidé, mais tellement- 197 millions, c'est-à-dire Que Europa est le fermé. double du numéro 2, Ah qui oui. était sans doute Ladybug. Ou, enfin voilà. Voilà, donc ça, c'est les films français ou coproduits en tout cas, qui sont estampillés films français, 200 millions presque. les plus chers. Oui, Du coup, les blockbusters à la française. Moi, j'ai une première question. C'est pas forcément des films qu'on a cités là. Désolé, j'ai un truc dans la gorge. Donc, je vais vous laisser répondre. Voilà, vous avez 2 heures. Prends un peu d'eau là. On a notamment 2 Astérix. On a Valérian. Est-ce que il y en a d'autres? Est-ce que les blockbusters français, c'est pas souvent des adaptations de BD? Bah, Et est-ce qu'on peut faire un lien avec les adaptations de comics? bah, c'est un peu ça, même en promo pour le dernier Astérix et un petit peu aussi justement sur les Trois Mousquetaires. Ils te disent, bah, Hollywood, ils ont leurs super-héros Marvel d'ici. Nous, nos super-héros, finalement, c'est Astérix, c'est les Trois Mousquetaires, quelque part, c'est des héros de BD. Donc, ouais, c'est ça, en fait. C'est que, en France, on fait ce que Hollywood fait également avec sa littérature sur place. Sauf que, voilà, nous, c'est de la bande dessinée. En même temps, comic book et bande dessinée, en plus, c'est à peu près le même format. C'est juste l'appellation qui est différente. Et on a de la littérature aussi, on a des grands héros populaires dans la Alors, littérature. Moi, j'aurais plus rattacher ça justement du côté des grands héros de la littérature, parce que franchement, entre un Spider-Man et un Boulet Bill, il n'y a pas les mêmes ambitions cinématographiques quand même. Ça peut se Non, mais je suis désolé, mais. Effectivement, le film n'est oui, pas le vous même, marquez un point, Après, Menro, ça dépend ce qu'on a. Oui, enfin, après, il y a différents types de BD. C'est-à-dire que les BD, type Gaston Oui, mais quand Lagaffe. tu regardes, je sais pas, pardon, mais Valérian ou des choses comme ça, il y a une ambition qui est pas Boulet Bill. Enfin, Oui, tu vois. non, mais je fais exprès de Oui. touiller un peu. Hein. Le poil à gratter de cette émission. Je sais, un petit peu. bien. Mais au-delà de ça, moi je pense que il y a effectivement grande figure de la littérature, grande figure de la bande dessinée, mais c'est surtout la licence, quoi. Enfin, en général, c'est pourquoi on a eu 72 et quelques adaptations des Trois Mousquetaires. Pourquoi, enfin, c'est qu'en gros, on se base aussi sur des univers connus à travers les générations qui peuvent réunir des familles devant leur écran, que ce soit Astérix, que ce soit les Trois Mousquetaires aussi, et on essaie d'en proposer une nouvelle version et une nouvelle vision, parce qu'on sait aussi qu'à l'international, les Trois Mousquetaires, par exemple, ça va fonctionner, ça va aller au-delà de nos frontières. Astérix, je ne sais pas s'il y a cette... Parce que En Europe, on connaît vraiment. Astérix En à Europe, l'international en Europe. Je ne sais pas trop si les Américains... ils Très se- traduit. Hein. Oh my God, Astérix, the new Astérix. Comme enfin, Tintin, Mais c'est les pas- Schtroumpfs le sont, par exemple.
Oui, Ouais. alors les Schtroumpfs qui, Bah oui, Mais qui maintenant sont à New York qui d'ailleurs sont- et maintenant. puis qui sont faits par des studios américains. oui. en fait. Américain maintenant. Mais en l'occurrence, je pense surtout qu'aujourd'hui, c'est pas tant des grandes figures même que de la littérature, ça va être des grandes figures de l'histoire aussi. Enfin, quand on voit que Napoléon, c'est Napoléon, c'est Marie-Antoinette. Ouais, mais c'est fait par Ridley Versailles, Scott, c'est fait par. Oui. Tu vois, Non. c'est ça. Sur Netflix, il y a eu Lupin. Hein. Lupin qui a marché. Et du coup... Oui, mais c'est c'est pas du tout l'adaptation Oui, mais du d'accord, roman. c'est quand même englobé. C'est quand même, ça se base sur. Ça se base quand même sur une licence ou sur une marque, quoi. Ah, voilà. Enfin, même si c'est Arsène Lupin. Ce sur quoi je veux vous amener, c'est est-ce qu'on n'aurait pas justement plutôt intérêt, les Américains sont très envieux de notre passé historique, par exemple, Oui. à push des trucs un peu plus historiques. Je veux dire, le jour où on fait des histoires sur Kingdom of Heaven chez Ridley Scott, c'est Ridley Scott qui le fait. C'est pas un réalisateur ou une réalisatrice ou une envie en tout cas française. Et même si Monsieur Seydoux met beaucoup d'argent dans le cinéma pour essayer d'en faire quelque chose d'autre, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas justement un manque d'envie justement de prendre la main sur ces genres de trucs-là? Alors, d'envie, peut-être d'envie, je pense pas. De frilosité, Oui, voilà. ouais. Si en fait, il y a de la frilosité, les gens qui vont dire, bah ouais, mais est-ce que ça marchera vraiment? On parlait justement du blockbuster, le fait de mettre de l'argent pour que ça fonctionne. Bah, des fois, en fait, ils se disent, on va pas mettre trop d'argent. Oui. On va voir si ça fonctionne. Et ça fait que des films ambitieux, là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'adaptation de la BD Seul, qui avait été faite par David Moreau, qui était comme un truc assez ambitieux, c'est-à-dire des enfants qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans un monde où la plupart des gens ont disparu, à commencer par les adultes. Bah, c'est quand même, oui, ça demande de l'ambition. Et là, tu sens que ça a été fait avec 3 bouts de bois pour essayer de gérer le truc. Et évidemment, Mais parce que la malheureusement, force c'est de la bancal. licence, elle est pas telle qu'un Astérix. Bah, c'est c'est ça. donc du coup, c'est ça qui est paradoxal, c'est que oui, on a une histoire française, qui est incroyable et où il y a beaucoup de choses à raconter. Mais qui dit série ou film d'histoire, dit en costume, dit l'historique, c'est un peu pas le gros mot, mais faut que ça soit fait vraiment par beaucoup de partenaires, pour qu'il y ait beaucoup d'argent qui soit mis sur la table, que derrière il y ait des grosses boîtes de prod et des chaînes qui mettent beaucoup d'argent aussi. Et donc, on aura plus tendance à aller vers quelque chose qui est plus sûr aussi pour le spectateur, pour savoir que tu vas attirer justement une famille, que une histoire de croisée. Tu vois, si c'est pas Ridley Scott ou si c'est pas X réalisateur connu, on va pas donner les clés de la maison à n'importe qui non plus, quoi. Ça coûte quand même beaucoup d'argent de faire de la fiction historique, donc c'est compliqué, quoi. Et puis on va dire film historique égale film pour vieux. Souvent parce que dans le marketing ils mettent ça dans des cases et ils vont dire bah non, tu vas pas attirer des jeunes, des ados et même des familles avec un film sur telle figure historique, ça va leur rappeler les cours, ça va les gonfler. C'est l'impression qu'on a confiance, on a l'impression que ça va attirer notre public à nous, en France ou en Europe, mais on se dit que ça va pas forcément attirer et intéresser le public, par exemple, américain. Alors justement, c'est là contre Kems. Et quid de je sais pas, Jules Verne, par exemple, qui a influencé tout le mouvement steampunk derrière. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on se saisit pas de ce genre d'auteur, Johan? Alors, je sais pas si je vais répondre à côté. Moi, je ne sais pas. Non, mais moi, ce que vous disiez, alors peut-être que ça répondra en partie à ta question, c'est que les Américains, si tu regardes avant le Spider-Man de Sam Raimi, si on faisait le parallèle entre BD et les films adaptés de comic book, c'était quand même pour une cible ultra niche. Pas pris au sérieux. Même chez nous, c'était pas trop pris au sérieux. Tu dis, oui, en vrai, c'est des BD un peu de merde, on va en faire des films moyens, c'est pas très grave. Et puis avec Spider-Man, et puis après avec le MCU, ils arrivent à en faire un truc global. C'est-à-dire qu'il touche la planète entière. Et nous, je pense qu'il y a encore un manque de savoir-faire, de savoir s'adresser à une cible globale. On sait s'adresser à nous-mêmes, on sait s'adresser un petit peu aux Européens. C'était le cas sur, en tout cas, la tentative d'Astérix aux Jeux Olympiques où ils disent, c'était presque un espèce de All-Star Game où ils disent il nous faut un Italien, il nous faut un Allemand, il nous faut un machin pour ça. Mais en fait, je sais pas pourquoi, et peut-être que tu pourrais répondre avec un point de vue de scénariste, mais en fait, j'ai l'impression qu'on a encore une difficulté à se dire on va faire un produit global où presque on gomme le côté auteuriste derrière et on accepte que ce soit un produit. Parce que si tu prends Jules Verne ou même des péplums ou des trucs historiques, quand tu regardes le scénario de Gladiator, on pourrait dire on l'écrit en France. Ouais. Après, on trouve l'argent ou on le trouve pas. Mais en fait, je ne sais pas si on sait faire ça. Moi, c'est une vraie question que j'ai à chaque fois de me dire, de prendre ce truc, de dire on va s'adresser à un public vraiment massif et où en fait il y aura un premier niveau de lecture. On parlait de notre ami qui trouvait Matrix beauf. Pour les beaufs, un deuxième niveau de lecture sur l'héroïsme, un troisième niveau de lecture épique, un quatrième niveau de lecture historique. Les Américains savent super bien faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas un complexe d'infériorité aussi? Peut-être aussi, je sais pas. Et aussi peut-être parce que tu sais que souvent quand tu parles avec des gens du grand public, tu leur dis ouais c'est un film d'horreur français, et ils disent ah ouais un film d'horreur j'étais chaud, français beaucoup moins, alors que non, il y a des très bons films d'horreur français.
Ouais. Et je rajouterais juste qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a un problème de langue, de doublage. Enfin, les blockbusters américains, tu peux les voir à l'international parce que tu as des versions sous-titrées, des versions doublées qui existent. Les Américains ne regardent pas de fiction avec des sous-titres. Il y a très peu de redoublage dans l'autre sens. Enfin, ça arrive, mais c'est quand même pas non plus un truc pour eux qui est hyper naturel. Donc, potentiellement, ça peut être aussi une barrière. Et c'est pas pour rien que parmi les 10 films qu'on a donnés, il me semble que Valérian s'est tourné en anglais. Enfin, il y a aussi ce truc de... Je pensais tout à l'heure à Insaisissable de Louis Leterrier, qui, pour le coup, est un film qui est plutôt tourné aux États-Unis, mais dans lequel il y a José Garcia. Donc, finalement, ce n'est pas un peu un film français. Mais en tout cas, je pense que Insaisissable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas nier la volonté que ça a et l'ambition que ça a d'aller s'exporter. Et je trouve que, pour le coup, ça fonctionne. Enfin, c'est pas un blockbuster où on se dit ah non, mais là, c'est typiquement un réalisateur français. Donc, il fait les choses un peu à l'américaine, mais c'était aussi pour Babylone AD, il y avait aussi une volonté, même si le film fonctionne pas à un moment. Je pense que il y a beaucoup d'explications. Il n'y a pas une explication au fait qu'on n'arrive pas à exporter nos fictions. Il y en a plein. Il y a des façons de travailler aussi qui sont différentes selon les équipes de tournage chez nous, chez eux. Enfin, je pense qu'il y a un truc d'adaptation. Il y a un truc où là-bas, c'est le producteur qui a aussi le director's cut sur la sortie du film. Nous, on a quand même une politique où c'est plutôt le réalisateur qui a son director's cut à la fin. Est-ce que c'est ça qui fait que parfois, c'est les gens qui tirent les sous, qui prennent les décisions aux États-Unis et qui arrivent à exporter un peu mieux que là où il y a des gestes artistiques un peu plus forts, mais qui peuvent aussi faire en sorte de c'est sûr, si Besson avait fait Léon en français, non, mais ça aurait beaucoup... En fait, j'allais citer Besson en disant, est-ce que c'est pas peut-être le seul qui avait à peu près compris comment on pouvait exporter, alors qu'on aime pas les films, mais peut-être tu parlais de Louis Leterrier qui a été formé à l'école Besson et du coup qui s'est retrouvé après, qui a été l'un des instigateurs du MCU, qui a réalisé l'Incroyable Hulk, qui a réalisé Insaisissable, même Pierre Morel qui a fait Taken, il a failli réaliser La Planète des Singes qui a ensuite été fait par quelqu'un d'autre. Mais peut-être que lui, il avait peut-être un peu mieux cerné, compris ce schéma. Après, bien sûr. En l'appliquant plus ou moins bien, ça c'est un autre problème. Alors, on rappelle les réalisateurs français qui s'exportent et qui sont souvent liés au blockbuster. On en a cité Luc Besson, Louis Leterrier. Il y avait aussi Jean-Pierre Jeunet, Christophe Gans, qu'on n'a pas encore. Alexandre Aja. Voilà. Alex. Donc il y en a quelques-uns. Est-ce que EuropaCorp était le seul studio qui avait cette envie-là, en tout cas? À l'époque ou aujourd'hui? En tout cas, le fait que Luc Besson ait construit un studio à Saint-Denis en disant ça va être le studio, enfin ça va être notre Hollywood, notre Cinecittà français, au moins il y avait là derrière ça, il y avait cette ambition. Ça s'est mal terminé, mais voilà. Mais ça a bien commencé. Voilà. Dernière question. Est-ce que dès qu'on met le mot français, les gens sont pas justement beaucoup de défiance après tous les nanars qu'on a eu, ou les échecs, ou la sur-médiatisation, comme avec les Astérix? Parce que quand on réfléchit quand même, les Is No Good et tout ça, il est dans ta vie, mais il du coup, y a eu Lucky Luke et tout. Hein. Mais du coup, plus récemment, parce que j'ai l'impression que quand même, quand tu repenses à La Fille d'Artagnan, à toute cette vague de films, du Bossu, du machin, enfin même le Bossu avec Jean Marais, c'est des films qui étaient quand même assez populaires, et à l'époque, il n'y avait pas cette défiance. Mais est-ce que c'est pas aussi qu'on a vu beaucoup de films d'un certain type, et du coup ça a un peu transformé les a priori des gens dans leur tête, alors qu'il sort encore plein de films super intéressants en France, je veux dire de manière hebdomadaire, il y a quand même sur tout ce qui sort, il y a encore des belles pépites, et les gens se disent juste ah oui, mais si c'est pour aller voir le film de truc ou de machin, j'y vais pas, parce qu'il y a un espèce de voile ces dernières années qui s'est glissé, et les gens ont peut-être moins la curiosité aussi, ou moins le temps, ou moins l'envie, en tout cas, d'aller plus loin que les films qu'on leur balance en premier lieu. Et parce qu'il faut quand même du temps pour être curieux, pour aller découvrir d'autres films que ceux dont tu vois les affiches partout, etc. C'est injuste parce que, comme tu dis, au cinéma américain, il y a aussi ça. Il y a aussi des films qui cassent un peu de trucs, qui sont mauvais, mais ils n'ont pas ce côté, ça y est, c'est la punition, on va plus voir après. Le film français a malheureusement bénéficié, dans le mauvais sens du terme, de ces mauvais films, alors que les grands films Bossu, La Fille d'Artagnan, c'est des films magnifiques, tu vois. Le cinéma français a ce problème-là d'avoir mauvaise presse auprès d'une certaine génération. Ouais. Et a raison, parce qu'il y a eu des énormes nanars. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui fait qu'on s'est anglo-saxonisé dans notre moyen de consommation.
Mais parce qu'on a été tellement sujet aussi à des références très américaines. Enfin, moi, la première, hein, quand j'imaginais, même à l'écriture, une série, je l'imaginais plus dans un lycée américain que dans mon lycée à moi de tous les jours. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est nourri de toutes ces séries, de tous ces films pendant des années. Et oui, le gros du cinéma, quand t'as pas forcément le temps, la curiosité ou même la possibilité d'aller chercher des films asiatiques, des films européens, etc., il se fait à travers le cinéma américain. Donc forcément, nos références, elles s'américanisent. Je parle pas de tout le monde, mais pour avoir un espèce de mouvement global. Et oui, il y a une espèce de défiance, comme tu dis, par rapport à un truc français, parce que ce qu'on a trouvé cool ces 20 dernières années, ça venait majoritairement plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'on a les 3 mousquetaires. Et pas non plus que j'ai les mecs. Mais c'est justement pour ça que le défi est intéressant et hyper cool. Enfin, c'est qu'on a envie. Moi, je sais que j'ai super envie d'avoir un blockbuster dont je suis fière à l'étranger. Tu vas voir le film et tu vas te dire. Qui n'a pas été réalisé par Luc Besson. Il y a vraiment des chances. Quand tu vois le film, tu te dis, il y a tout pour que ça. Et le paradis voudrait que ça soit une femme qui réalise ce blockbuster, mais là, il n'y en a vraiment aucune parce que Daniel ça aussi, Thompson. on confie pas de gros budget non plus à des réalisatrices femmes. Ça viendra, ça va venir. En tout cas, voilà, moi, si le public est là, j'espère qu'il sera là. J'espère profondément que le cinéma français, les producteurs, certains qui pourraient nous écouter, et les productrices vont se dire, bah oui, il y a moyen si on fait les bons choix, puisque c'est surtout une histoire d'envie. Pensez à moi pour Albert le 5e mousquetaire. On enchaîne tout de suite avec le petit moment ludique qui fait tellement plaisir à Norman Genius. Vous savez le combien on est ? On est 5. On est le 4 avril. Non, la date. 4-4-2023. Le 4 avril. Et c'était quoi il y a 3 jours ? Le 1er avril. Oh. Les films avec les blagues. Les films poissons avec des poissons. Ah. Moi, t'as pas du tout fait un quiz sur ça. Hop là. Ah oui, c'est vrai, mais ils pouvaient pas savoir. Des films avec des poissons dedans. C'est le thème du quiz du jour. Film animé ou pas ? Il y a de tout. Possible que... Est-ce qu'on le dit ? Est-ce qu'on avoue notre petit avantage ? Il y avait une épreuve du ciné-quiz. Ah mais oui, c'est vrai. Ah non, c'est bon. Ah oui, il y avait des pas de poissons. Tout le monde y était. Vous étiez... Non, tout le monde, pas tout le monde. Il y avait mais une sinon, planche ouais. avec des poissons à reconnaître. C'est vrai. Tout le monde n'a pas été invité, mais Alors, ouais, ça devait être pour le coup, on n'a pas les buzzers. Du coup, on va le faire à la voix. Oh. C'est le premier qui répond. Pour reconnaître, c'est ça du coup C'est ça. D'abord, ça va commencer par des images générées par une intelligence artificielle. Et je veux le titre du film. Oh là là là. Première image. La forme de l'eau. La vie de l'eau. Ok, il est collégial. Un point d'avance pour Yoann. Humblement, j'ai l'impression que j'ai dit là avant tout le monde. Tu as dit quoi ? La forme de l'eau. C'est pas la jeune fille de l'eau ? Non, il a donné là. Il est excellent, il est excellent. Après, est-ce que c'est un poisson ? C'est une autre question. C'est un homme poisson. Créature marine. Créature marine, en tout cas. Ah, Il est poisson, amphibie. c'est très large, le Amphibie. film poisson. Hein. Comme dans Friends. Deuxième Elle est belle. image. Le monde de Nemo. C'est, Ouais. il est là. Pardon, le film Après, ne il a dit s'appelle pas juste Nemo. Nemo. Oui, donc, Parce qu'il y a Little Nemo, anglais, c'était pas en ça. anglais, c'est Nemo. Finding Nemo en anglais. C'est Nemo Finding. Eh bien, il a trouvé Nemo. Oh, ça va. Le monde de Nemo. Bah oui, bien sûr. Je l'avais pas. Attention, Je l'ai pas du tout. tenez-vous prêts, troisième Je image. régale, hein, c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Piranha, 3D, parce qu'il a des lunettes. Ah, joli. Ah, j'adore cette image. Ouais. On a dit pi. Putain, ils sont trop forts. Mais c'est bon, c'est pour Yoann. T'as dit Rana Oui. Ok, C'est des lunettes. Piranha 3D, on en parlait. Grand film, hein. Qui est un film réalisé par un Français. Oui. On enchaîne avec la quatrième image. Avatar. C'est Avatar. La voix de l'eau. Bien joué. Putain. Et Pour moi, c'était- là, Franchement, l'IA est super forte, on dirait la vraie fille. On dirait, c'est ouf. Ça, Hein. génial. c'est ChatGPT. Et à la base, ça aurait dû être quoi, Paul ? Ouais. Ok. Ah ouais. Bah, je sais pas, je l'ai perdu, je Ça crois. aurait dû J'ai quand même le point. Ah non, j'avais oublié de la faire. Ah ben voilà. Ouais, sale histoire. Allez, Ça y est, on enchaîne. On enchaîne avec des anecdotes. Vous Oh. m'arrêtez dès que vous avez des idées de films et vous essayez de quand même me laisser parler. Je vais vous donner des infos et il faut trouver le film. Avec le poisson, toujours. Toujours lié poisson. Le comédien principal a dû apprendre à jouer de la guitare pour pouvoir jouer et chanter Man of the Hour, une chanson écrite par Eddie Vedder de Pearl Jam spécialement pour le film. Le réalisateur a engagé plus de 1000 figurants pour la scène de fin du film. Merde, j'ai envie de dire, mais. Les scènes du film censées se dérouler dans la ville de Spectre ont été tournées dans une véritable ville abandonnée Big Fish. appelée Spectre. Ah putain, joli. Improbable. Eddie Weber qui avait fait film de. C'est une bonne réponse, Big Fish. Bien, ouais. J'étais Attention. sur Shark. Sur Gang de requins. Autre film à trouver. Bravo, ça.
Le film a été entièrement fait sans l'aide d'ordinateur. Un des personnages a été inspiré par la drag queen Divine, les animateurs utilisant des expressions de son langage corporel pour animer le personnage. La petite sirène. Petite sirène. La petite J'ai failli sirène. dire l'animé. On l'a dit. Ursula, ouais. Ça. Mais La- attends, l'animé ou Et le Bah, personnage, non, c'est Ursula. Ursula. Oui, c'est dans l'original. Ah oui, non, sans Ah ordinateur. Bah oui, il n'y avait pas d'ordre. Eh oui, Je pense qu'on parlait du live qui a l'air. Eh Je connaissais pour Divine. Ouais. c'est bien, on aura un point. Attends, on l'a dit en même temps. Merci Max. Attention, Ça va, ça peut aller très vite parce que je vais citer des noms. Oh. Dans le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, Ouais. on cherche un acteur qui a menti sur son âge pour pouvoir Laurence jouer. Fishburne. Laurence Fishburne. Oui, le Oh, frisson. Fishburne. Oh, Oui, oui, Fishburne. Oh là Fishburne. là. Oh là là. Moi, tout à l'heure, je pensais à Fisher King. À un moment, je me suis dit, il y Ouais. a un jeu de mots Ouais. quelque part qui Ah, va Moi, je tomber. pensais à Gang de requins. Laurence. Ouais, Ah, il a menti. c'était- Il a menti. ouais. Ouais, gang de Ah, il était mineur. Fishburne, Il puisqu'il était mineur. Ah, il était mineur. Il avait pas dire de quoi. 13 ans. Il avait 15 ans, je crois, 15 ans. Il avait 14 ans, non, et il a dit qu'il en avait 16 pour pouvoir jouer dans le film. Et quand il a appris Coppola, qu'est-ce qu'il a dit? C'était tellement un Il a dit, bordel. tu vas te coucher, tu rentres dans ta chambre. C'était le cadet de ses soucis. J'annule le film. Excusez-moi, autre film à trouver. Le film a été tourné à Londres, mais se Un déroule à poisson nommé Vanda. Ouais, Tonne. Oh là En là fait, là. on vient de se dire, il va On vient de forcément se dire, arriver un moment. Moi, Alors depuis là- le début, je me dis, il va y arriver. Il est très beau. Bravo. Il est très beau. Bah écoutez, merci. C'est un je parle de pré-shot. toi, pas du film. C'est un pré-shot, mais ça fonctionne. Ah, Drelon, bien joué. Maintenant, on a des extraits de bande-annonce à vous faire écouter. Oh là. Et il va falloir essayer de retrouver quels sont ces films. Excellent. Attention, rentrez bien vos coudes. Pardon? Gang de requins. Non, j'ai Non, je le connais. Mégalodon. Bienvenue au bureau de recherche et de défense sur le paranormal. C'est Hellboy. C'est Hellboy. Hellboy. Parce qu'il y a l'homme poisson et que Guillermo del Toro, décidément, il aime beaucoup les hommes poissons. Voilà, c'est ça. Abraham Ah ouais. Sapiens. Ah ouais. En français. Donc on peut donner des mauvaises réponses et on peut quand même continuer à en donner d'autres. Mais on est Ah, plus. il y a plus de règles ici, Il y a ok. personne en équipe, hein. Non, non, j'ai dit c'est à la cool Très bien. aujourd'hui. Ça me va. Deuxième extrait de bande-annonce. C'est parti. Gang de requins. Gang de requins. oui, Will oui, Smith. oui, Non, oui. mais là, c'est Will Smith. Enfin, c'est Will Smith, non, c'est. Comment il s'appelle? C'est Eric Judor. C'était Eric Judor dans la VO. Qui est bien. Ah, d'ailleurs. VF. Qui est bien. Attention, il en reste deux. Celui-là. Lorsque ce puits sera plein, une eau nouvelle poindra du fond des océans. Et Ah, le cycle Aquaman. de l'humanité destructrice prendra fin. Non, c'est vieux. Elle n'a pas conscience des lourdes conséquences de ses actes. Ça va tout l'air d'un cimetière de bateaux, capitaine. Le chaos a déjà commencé. C'est le DreamWorks, là, aquatique Non. Non, c'est comme ça. Waterworld. Non plus. Oh, joli. L'extrait s'arrête là. 1899. C'est non. On le remet. Abyss. Lorsque ce puits sera plein, La musique une peut eau vous aider. nouvelle poindra du Mission. fond des océans. Et le cycle de l'humanité destructrice prendra fin. Ça me dit un truc, cette voix. Un truc de Ouais. cimetière de base. Elle n'a pas conscience des lourdes conséquences de ses actes. Ça va tout l'air d'un cimetière de bateaux, capitaine. Ah, attends. Le chaos a déjà commencé. Comme ça. Cimetière de bateau. Bah, Ouais, je vois, Pirates c'est- des Mais Caraïbes. ça fait pas Vous- pour Pirates des Caraïbes. N'avez pas trouvé Pogno sur la falaise. Pogno. Ah Mais bah je ouais, l'ai alors fait. j'avoue, j'étais. Ouais. Non, mais je le vois tout le week-end avec mon fils. Et en Alors si on français, avait c'est eu la compliqué. musique. Non, mais c'est la. Pogno, 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 C'est vrai que la pogno, voix, en pogno. fait, elle est, la voix est trompeuse. Mais oui, je le vois tout le temps. Et le dernier à trouver fait écho à un moment précis. C'est celui-là. L'inoubliable histoire Une épée. et de va devenir légendaire. Merlin l'Enchanteur. C'est Merlin l'Enchanteur. Tu le trouves comment là À la voix, la voix de Merlin. Ouais. Ah ouais. Bravo. Et pourquoi le poisson? Bah, au moment- Ça nous fait en poisson. C'est ce qui fait que te tourneront tout ça. Ah oui. Ce qui fait que belle. si un jour on a par exemple un quiz sur les écureuils, on pourra se Ah bah oui. retrouver avec. Avec le nez. Avec le nez Merlin, contre le encore nez. une fois. Le nez contre Pas le sûr de le faire celui-là. Hein. nez. Ouais, bah si. Alors, ça nous donne victoire de la team Johan Genius. Eh oui. Eh oui. Bravo. Bravo Larmes aux à, yeux. à vous deux. Voilà. On en a eu deux, on est S'il n'y bien. avait pas ce t-shirt, je te prendrais dans le regard. Et lui pour toi. Et Johan, tu as gagné Le droit de... le droit de faire le journal des sorties. On se retrouve après Pour ce ça, on jingle. va laisser gagner pour ça. Le journal des sorties, 5 incontournables. Et après, on verra ce qui sort dans le mais encore. Mais d'abord, qu'est-ce qui sort au cinéma? Eh bien, au cinéma, on le disait, il y a deux énormes sorties qui profitent donc du début des vacances scolaires, de la première zone qui arrive. Le premier, c'est... Voilà Mario Quand Time tu tombes dans le trou.
Voilà, Super Mario Bros, le film, il ne meurt pas dans le film, hein, rassurez-vous, je crois pas en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film, si ce n'est qu'a priori ça va être un énorme carton. Ah bah c'est ça. Tous les compteurs sont au vert, les retours critiques sont dithyrambiques, le film est extrêmement ramassé, ça dure à peine 1h30, donc de l'occasion de faire plein de séances, de parler à la fois aux plus âgés comme aux petits qui vont peut-être faire leur premier cinéma, confié au talent d'Illumination, le tout supervisé par Nintendo qui a l'air d'avoir fait les choses bien 30 ans après le ratage de Super Mario Bros Live. Voilà, ça s'annonce très bien tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Combien d'étoiles de la hype? 5, hein. 5. On est sur du 5. Oh ouais, même 6 sur 5, j'ai revu, je dis, moi, le Super Mario Bros Live, pour m'imprégner un peu de cette horreur, ce chef-d'œuvre d'horreur. Oui, 6 sur 5, c'est pour moi, c'est un des films que j'attends le plus de cette année. 5 du côté de Genius. Juliana. Je l'ai déjà vu. Oui. Et j'ai un 5 de la hype pour aller le revoir. Donc, 5 aussi, Max. Moi, ça va être un 5 de hype aussi, notamment parce que Seth Rogen fait la voix de Donkey Kong en VO et j'ai juste hâte de voir parce que je me dis il va forcément rigoler avec son rire gras et ça va être mon meilleur moment de la séance. Il est incroyable. C'est un des meilleurs persos. Non, je l'ai pas. Il est pas mal. Ça fait les yeux, il est là. Donkey Kong. Il est très bien. Auquel se rajoutent mes 5 étoiles perso. Donc je pense que le calcul est vite fait. Moi franchement, c'est rare que sur les bandes annonces, vraiment je ris. Je peux pouffer sur un truc un peu marrant, mais là j'ai ri et à chaque fois qu'il y a eu une bande annonce. Donc voilà, ça marche assez chez moi. L'histoire est très cool et on prend pas les enfants pour des idiots et ça c'est vachement bien. Ça, c'est bien. Encore mieux. 5 étoiles. Toujours au cinéma, Johan. Toujours au cinéma, on en a parlé, donc les 3 mousquetaires, première partie, qui s'appelle donc D'Artagnan et qui est centrée plutôt sur la manière dont D'Artagnan, joué par François Civil, va rejoindre Athos, Porthos et Aramis, joué par Romain Duris, Vincent Cassel et Pio Marmaille. Le tout avec l'ombre menaçante de Milady et Eva Green qu'on voit juste derrière. Donc on le disait, film français événement, 72 millions d'euros pour les deux parties. 9 mois de préparation, 8 mois de tournage, 300 personnes impliquées, des costumes, une vraie approche, on le voit un petit peu à la photo, mais presque westernienne. Donc c'est pas des gens en fanfreluche et en collant qui font des combats comme avant. Ça a les pieds dans la boue, les pieds dans la terre, et c'est très ambitieux. Et donc voilà, très curieux de voir comment ça va se comporter en salle. Et en tout cas, on est content de voir cette ambition derrière un film français. Et je précise que la suite sortira le 13 décembre prochain. Donc en fait, dans la même année, on aura les 2 parties du diptyque, ce qui est plutôt bien vu aussi. Ce qui est plutôt pas mal. Ils ont été tournés en même temps, je crois, d'ailleurs. Oui, exactement. Combien d'étoiles de la hype? 5 aussi. 5 aussi. Genius. Je vais pas le tuer, m'exaspère. Romain Duris, bref. Oui, franchement, 5. C'est un film. J'avais mis 4,5 parce que j'avais trouvé ça. Il n'y a pas de demi. Ah oui, c'est vrai. 5. Alors, 5. Tu te fais fâcher. Hein. Ouais, je vais pas me faire chier. Non, film ambitieux, film magnifique dans tous les sens du terme. Donc franchement, on est très content. On est fiers d'avoir ce genre de film. Allez le voir. 5 aussi pour Genius. Juliana. Eh ben, pas vu. Et moi, je suis sur un 4. Un 4. Je rappelle qu'on note le niveau de hype et pas la qualité du film. Max. Ah, du coup, moi, si je l'ai déjà vu. Ton niveau de hype. Mais ce sera de recommandation. De 4 aussi, parce que tout n'est pas bien, mais globalement, c'est tellement réussi, c'est tellement ambitieux, il y a tellement les moyens qui ont été mis aux bons endroits pour en faire un bon film. Et puis, il y a Eva Green. Donc, oui. Auquel se rajoutent mes 5 étoiles perso. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé le divertissement proposé. Et pour toutes celles et ceux qui pensent que ça va être un petit peu empoulé, notamment en termes de empoulé comme une texte, ampoule. C'est ça. De texte et de dialogue. Rassurez-vous, c'est juste le moment d'accroche. Oui. Et après, c'est beaucoup plus fluide. Tu t'adaptes, c'est un instrument, tu fais, puis c'est bon. Et on le dit pas assez parce qu'on parle souvent des mousquetaires. Louis Garrel, il est formidable. Il est très franchement, il est fabuleux. Ouais. Et 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, du coup, en recommandation pour les 3 mousquetaires d'Artagnan. On enchaîne avec Prime Video. Prime Video et une sortie étonnante parce qu'on l'attendait plutôt en salle, ce film. Opération Fortune, Russe de guerre. Bon, le titre est pas foufou, mais c'est quand même le nouveau film de Guy Ritchie. Bah oui. Guy Ritchie, dont le dernier film c'était The Gentleman, qui était. Non, c'était le remake du Convoyeur avec Un homme en colère. Ah oui, c'est vrai. Avant, il y a eu Gentleman qui a été vraiment très bien. Avec la même affiche. Voilà, avec à peu près la même affiche. Et donc là, ça va être une histoire, comme le titre l'indique, une histoire d'espionnage pour empêcher la commercialisation de nouvelles armes particulièrement menaçantes. Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Josh Hartnett, entre autres. Et donc, ça a l'air d'être du Guy Ritchie comme on l'aime, quoi. Combien d'étoiles de la hype? Moi, je suis sur du 4. 4 du côté de Johan. Genius. Ouais, à la base, moi, j'aime pas du tout Guy Ritchie. J'aime pas du coup Snatch et tout. Et de plus en plus, j'adore Guy Ritchie. Sherlock Holmes, Gentleman, franchement. Donc, ouais, je mets un bon. Ah, c'est quoi? Je mets un bon 4. Un bon 4 du côté de Genius. Bah, tiens. Juliana. Écoutez, je vais mettre un 3. Pourquoi pas?
Aubrey Plaza. Et Jason, Pourquoi pas Pourquoi pas Max Moi, un 3 aussi, parce que j'aime bien Guy Ritchie quand il tente des trucs, genre agents très spéciaux, typiquement. ça, c'est Et là, cool. quand tu voyais un homme en colère, t'as l'impression qu'il en avait, et même Aladdin déjà, t'as l'impression qu'il en avait plus rien à foutre. Et j'ai peur qu'on soit dans ce truc-là. Donc un 3 parce que je vais le regarder, mais j'espère que ce sera le Guy Ritchie d'il y a 10 ans et pas celui de ces dernières années. Et moi je mets 3 aussi, puisque c'est un 3 d'encouragement pour un certain cinéma. Pareil, tu vois. Si c'est un jamais peu, il retrouve un peu ce qu'il savait faire, ça peut être cool. Mais pas le roi Arthur. Alors, sur Netflix. Sur Netflix, Ah non, pardon. Les étoiles. Le total, Moyenne. ça fait 3 étoiles. On est sur 3. Sur Netflix, il y a une nouvelle série qui s'appelle Transatlantique, donc série historique qui nous plonge en 1940-1941, et l'histoire vraie du comité de secours d'urgence qui a risqué sa vie pour permettre à 2000 personnes de fuir les zones occupées et pour s'enfuir. Et donc c'est une série qui est Netflix oblige à vocation internationale, mais avec des castings de plein d'horizons différents qui se croisent, et on retrouve notamment au casting, je vais faire un peu de name dropping, j'aime pas ça, mais je le fais quand même, Corey Michael Smith, Gillian Jacobs, Biran Ba, Ralph Amoussou, Grégory Montel ou encore Lolita Chama, côté français, voilà pour les derniers. Donc ça a l'air plutôt pas mal, et ça raconte une histoire qu'on n'a pas l'air d'avoir vue, en tout cas pour l'instant, sur grand écran. Sur petit écran, là. Combien d'étoiles, Johan ? Eh ben moi, je suis sur un 4 aussi. Je vais regarder plein de trucs cette semaine. 4 étoiles pour Johan. Genius. Curieux, comme tu dis, on n'a pas l'habitude de voir ça tous les jours. Je vais mettre un 3. 3 étoiles. En plus, c'est sur Netflix, bon, on reste à la maison. 3 étoiles. Juliana. Moi, j'aime bien les séries historiques, donc je vais mettre un 4. 4 du côté de Juliana. Max. Moi, un 3 parce que manque de temps, et en même temps, j'ai vu marqué sur la bande-annonce par le créateur de Unorthodox, qui était une super mini-série sur Netflix. Donc, du coup, ça me donne un peu plus envie, mais je sais pas si j'aurai le temps là. Et série ou film ? Série. Combien d'épisodes ? 8 ou 10. Ouais, voilà. Ça prend un peu de temps. Ce sera 3 pour moi, du coup. 2 heures chaque épisode. Voilà, donc ce qui nous fait un total de 3 au total pour Transatlantique à découvrir sur Netflix. Sur Paramount+. Sur Paramount+, pour terminer dans les incontournables, il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés pour cette nouvelle plateforme. Néanmoins, si je vous dis qu'il y a une série avec Harrison Ford sur un cheval, avec un lasso, donc presque un fouet, évidemment. Et un chapeau, donc c'est en attendant Indiana Jones. Et Hélène Mirren en plus. Ça, je suis désolé. 1923, qui est donc un des nombreux préquels et séries dérivées de l'univers Yellowstone, qui raconte, en tout cas Yellowstone raconte l'histoire d'une famille qui gère un ranch de nos jours aux États-Unis. Et en fait, ils ont décidé à travers plusieurs séries de remonter le temps. Donc il y a eu 1923, il y a eu 1883. Et donc celui-là, en fait, se situe vraiment à la période pendant la Prohibition et juste avant le crack de 29, et un peu l'ère de la fin des cow-boys. Oui, c'est crépusculaire. Voilà, un peu. Donc série westernienne crépusculaire avec un formidable couple au centre de cette histoire. Donc sur le papier, ça sent bon. Combien d'étoiles ? Eh ben écoute, je vais encore me rajouter des trucs à voir, mais on est sur un 4. Hein. On est sur un 4. Ouais, comme quoi, pas besoin d'avoir 50 mecs au casting. Harrison Ford, Hélène Mirren, casting incroyable de fou. Donc, je vais te rejoindre. Je mets 2. Non, 4. 4 étoiles. Ouais, franchement. 4 étoiles pour Genius. Ouais, Juliana. Non, mais moi aussi, 4 étoiles, j'ai trop envie. Même si j'ai pas vu Yellowstone, mais du coup, j'ai envie de voir Yellowstone avant. Il paraît que tu peux suivre tu peux rentrer par n'importe quelle Ah, porte, ça, c'est une bonne nouvelle. 4 étoiles du coup pour Juliana. 4 étoiles aussi, malgré le manque de temps, mais Ouais. parce qu'en fait, on voit beaucoup trop peu Harrison Ford dans un western, alors que tu lui mets juste un chapeau, ça marche. Il y a Timothy Dalton aussi. C'était Timo. Donc voilà, juste pour voir Harrison Ford dans un bon western, parce que Cowboy et Envahisseur était un peu bancal. Ouais, Oui. 4, clairement. Auxquels vont se rajouter mes 3 étoiles à moi parce que oui. Paramount+. Alors oui. parce que tu l'as pas. Je l'ai bah pas, oui. donc moi je suis abonné à tout le reste. moi non plus, c'est bon, oui, à un moment, Game One. Moi, mes étoiles, C'est moi. c'est les étoiles dans un monde idéal, quoi. C'est Ouais. un monde où j'aurais du temps, où je serais abonné à toutes Les les étoiles de la plateformes. gratuité, on les appelle. J'ai sabré des fois des productions Apple TV+ quand j'étais pas abonné, donc voilà. Très bien. Johan, on va faire une petite pause, le temps de dire au revoir à Norman Genius. Écoutez, Eh ben, il s'en va. Pars en descendant en faisant. je fasse dans ascenseur. Super Mario. Je fasse ascenseur. Non, fais le tuyau de Super Mario. Hyper dur à faire. comme bruitage. T'as été meilleur. Les amis, merci et bonne fin d'émission. Eh bien, merci Genius qui part dans le studio d'à côté pour préparer le récap qui reprend dans 10 minutes juste après l'émission. Et nous, on continue le reste des sorties. Ouais, Johan. il y a plein de trucs. Hein. Je sais pas ce qui se passe cette semaine, donc je vais faire rapide. Au cinéma, C'est mon homme avec Leila Bekti et Louise Bourgoin qui se battent pour Karim Leclou.
qui revient de la guerre. On ne sait pas si c'est lui qu'on croyait mort ou si c'est une autre personne. C'est Martin Guerre en fait. C'est un peu l'histoire de Martin Guerre ou de Somersby pour les gens qui ont vu la version américaine. Au cinéma également, il y a L'Établi porté par Swan Arlo qu'on aime beaucoup et qui nous plonge en mai 68 alors qu'un étudiant d'extrême gauche se fait embaucher dans une usine pour essayer d'insuffler le vent de la révolte. Au cinéma encore, À mon seul désir, interdit au moins de 12 ans, porté par Zita Enro et qui nous plonge dans un club de striptease. Donc visiblement, au vu de l'introduction, c'est un petit peu chaud. Et pour terminer sur le cinéma, et peut-être que Maximilien en dira plus, About Kim Soe, qui est donc un film qui avait fait la clôture de la Semaine de la Critique en 2022 à Cannes et qui revient sur un fait divers qui a bouleversé la Corée, comme le dit l'affiche. Ouais, très rapidement, super film. Ne lisez pas trop le synopsis parce que ça pourrait spoiler un petit peu ce qui se passe, mais c'est un film qui est très bien écrit. Ça parle de quoi? Ouais, exactement. Très bien écrit, très bien mis en scène, très bien joué et qui parle de harcèlement, de pression au travail, donc qui concerne à la fois la société coréenne et en même temps le reste du monde et qui opère un changement de point de vue à mi-parcours qui, sur le coup, tu dis c'est bancal et en fait, non, ça élargit le point de vue. C'est un film vraiment que je vous recommande parce que moi, j'y repense beaucoup depuis que je l'ai vu. Et ça s'appelle About Kim Soe sur Disney+. Sur Disney+, on repasse en streaming. La saison 2, donc 8 nouveaux épisodes de Weekend Family, donc la série familiale portée par Eric Junior et Daphné Côté-Allé. Saison 2 qui arrive assez vite finalement. Oui, moi j'avais écrit sur la saison 1, je vous le dis. J'avais écrit 2 épisodes, les épisodes 4 et 5. Mais oui, ça fait... Ah, merci. Il est gentil. Ça arrive normalement. Non, comme dans un monde idéal où les séries arriveraient. Voilà, c'est ça. C'est presque surprenant en fait. Il y avait eu un spécial aussi pour Noël, il me tout semble. à fait. Donc c'est peut-être pour ça que tu as cet effet rapproché. C'est vrai. Sur Disney+, également, une série en 6 épisodes qui s'appelle Ralph et Katie, un spin-off de The A-Word qui nous parlait d'autisme. Et là, donc, en fait, c'est sur un couple et comment un couple de 2 amoureux trisomiques vont mettre un pied ensemble dans la vie, en indépendance, et ça a l'air assez chouette. Sur Disney+, il y a également The Good Mothers, 6 épisodes, donc récompensés au début d'année au tout premier Berlinale Series Award, donc le festival de Berlin qui est traditionnellement un festival de cinéma, avait récompensé donc cette série qui est une série italienne et qui va voir une procureure enquêter sur je vais mal le prononcer, la 'ndrangheta, donc la mafia calabraise. Sur Disney+, encore, Tiny Beautiful Things, porté par Catherine Hahn, 8 épisodes, Catherine Hahn que vous connaissez, puisqu'elle joue le rôle de la sorcière chez Marvel, sorcière Agatha Darkness, c'est ça. Et elle campe une mère de famille qui semble dans une impasse, son mariage est à bout de souffle, sa fille la fuit, etc. Donc c'est à voir sur Disney+. Sur Prime. Sur Prime, saison 3 de El Internado, Las Cumbres, l'internat. Les concombres. Les concombres, ouais. Voilà. Donc 8 épisodes, voilà, toujours dans un internat avec plein de mystères au fin fond de la forêt. C'est le pitch de Wednesday en fait. Ouais, un petit aussi, peu ouais. en plus dark quand même. Et en espagnol. Sur Netflix, il y a une série portée par Steven Yeun et Ali Wong qui s'appelle donc Beef en anglais, qui a été traduit par Acharné. Et en fait, c'est comment un incident va consumer peu à peu et va rendre un peu dingue les 2 personnages principaux. Donc ça a l'air assez chouette. La nouvelle série de Nawel Madani, Jusqu'ici tout va bien. La vie d'une journaliste sombre dans le chaos lorsqu'elle aide son frère à échapper à la police, mettant sa famille dans la ligne de mire d'un baron de la drogue. Et visiblement, c'est une série assez addictive notre journaliste qui l'a vu nous a dit normalement en une soirée, vous vous jetez dessus et vous la regardez. Sur Netflix, il y a un film pour enfants qui s'appelle Chupa. Écrit et réalisé par Jonas Cuaron, le fils d'Alfonso, qui avait réalisé notamment un court-métrage qui était lié à Gravity, voilà, qui complétait le film Gravity, et ça réexplore sous le côté enfantin le mythe du Chupacabra. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas tout à fait réel ce genre d'animal. Donc du coup, c'est le Chupacabra version sympa. J'ai quand même le temps de le citer. Petite anecdote pour le fun, c'est que le film a eu un espèce de bad buzz dans les pays latinos, puisque Chupa, ça veut dire sus. Donc un film pour enfants qui a ce titre-là, c'est pas top, et les parents se sont énervés contre Netflix. Et oui, parce qu'en fait, les enfants qui cherchent Chupa sur Internet, ils tombent sur d'autres vidéos. Voilà. Donc bizarre comme anecdote, mais je tenais quand même à la partager. Sur Paramount+, projet étonnant, un revival de Grease, en tout cas qui va donc, alors pas un remake, mais qui va explorer l'avant Grease, donc avant que Sandy rejoigne comment elle s'appelait, les Pink Ladies, voilà. Et donc les roses. Les roses, voilà, c'était ça en français. Et donc en fait, ça va raconter la jeunesse, donc juste avant les premières années de Rizzo et compagnie, sous le manteau en cuir des Pink Ladies, donc ça peut être assez rigolo. Ça chante ?
Et j'espère que pense que ça change. C'est écrit si c'est écrit, c'est normalement. J'espère aussi, mais on ne sait jamais. Sur Apple TV+, nous avons la saison 2 de Shmigadoon qui voyait un couple se retrouver dans un monde, on pourrait dire un monde parallèle, où tout est sous forme de comédie musicale. Et de comédie musicale type Brigadoon, donc Voilà. c'est-à-dire plutôt un village perdu au fin fond de la campagne. Exactement. Très cool. Sur Apple TV+, également, je vous ai dit qu'il y avait des Et trucs. la saison 2, c'est sur les comédies musicales des années 80, ça s'appelle Shmikago, du coup. Trop bien. Voilà. Ouais, voilà. Tant mieux. Trop bien. Boom Boom The World versus Boris Becker, c'est dommage qu'il soit parti. J'avais juste choisi ça pour dire que ça sortait, pour dire que le tennis n'était pas un vrai sport. On le sait tous. On lui dira. Sur Canal+, nouvelle saison très étonnante, L'Hôpital et ses fantômes, série de Lars von Trier, qui avait eu des saisons dans les années 90, et donc la dernière saison, il arrête après, revient 20 ans après. Donc un peu comme ils avaient fait avec Twin Peaks, donc une espèce de saison bonus, donc qui s'appelle L'Hôpital et ses fantômes, Exodus. Sur Canal+ également, vous pouvez voir Les Enfants des autres, très joli film porté par Virginie Efira et Roche Dizem, signé Rebecca Zlotowski. Très très touchant et très chouette. Novembre, qui était pas mal nommé au César, qui était reparti un peu bredouille, mais qui vous replonge dans l'enquête autour des attentats de 2015. L'Origine du mal, avec une formidable Laure Calamy. Très cool aussi, L'Origine du mal. Très cool, et film un peu impitchable, très étonnant, mais malaisant. Voilà, une ambiance particulière. Ambiance n'est pas un huis clos. Mais il faut pas trop en dire en même temps. Voilà, tout à fait. Et en vidéo, pour terminer, Avalonia, qui est donc sorti directement sur Disney+, et aussi disponible maintenant en vidéo physique ou en VOD. Fumer fait tousser, le film de Quentin Dupieux qui parodie en partie les Sentai japonais, porté par un casting très rigolo. Et mon dernier, je termine, voilà, mon petit coup de cœur, je parlais de Laure Calamy. Ah oui. Je l'ai rattrapé avec du retard, et ce film n'a malheureusement pas marché en salle, alors que c'est formidable. Annie Colère, et qui parle de l'avortement dans les années 70 en France, et c'est incroyable à la fois de douceur, de sororité, de brutalité aussi pour ce que ça raconte, et c'est vraiment un superbe film. Il nous reste, merci beaucoup Johan, 1 minute, et Julie, Anna, tu avais une reco. Mais non, mais à chaque fois j'ai pas le temps de la faire, donc on la fera la prochaine fois, mais c'est pas grave, il y a pas de souci. Mais c'est bien, ça devient l'Arlésienne comme ça, il y a pas de souci. Non, la prochaine fois. Un peu comme Jimmy Kimmel avec Matt Damon. Désolé Matt Damon, on n'a pas le temps cette semaine. Eh bien, ce sera pour une prochaine fois. Désolé, Julie. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aussi à Allociné, en la personne de Max et de Johan. On fait un coucou, bien sûr, aussi à Genius. En régie, un big up à Chazy et à la réal et à Arthur au son. Paul pour l'écriture de l'émission. On vous laisse avec la bande du récap. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut.